Qui aurait pu prédire ? Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote. Bon, c'est ce que j'ai dit. J'allais dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un nouvel épisode du 1000e tour. Aujourd'hui, autour de moi, il y a non pas trois, non pas deux, mais un seul invité. C'est un épisode un peu spécial. On se retrouve en tête à tête avec mon invité. Donc je vais quand même le présenter de ma gauche à ma droite comme je fais d'habitude, mais finalement je n'ai qu'une gauche cette fois-ci. Commence par ta gauche. Voilà. On est pas mal, je commence par ma gauche et il n'y a pas de droite. Exceptionnellement, je n'ai aucun invité de droite. Mon invité aujourd'hui, je suis très content de le recevoir pour la première fois dans le 1000e tour, c'est Benjamin Briot, alias Nota Bene, de la chaîne Nota Bene notamment. Et oui, bonjour. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Eh ben écoute, je suis ravi d'être ici avec toi. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était dans un contexte bien particulier. Et ça me fait plaisir, peut-être qu'on en reparlera. Voilà. Mais, Bon, on va le dire avant que les gens commencent à se faire des... C'était une soirée, puis c'est un petit peu sombre. C'était à la fête de l'humain. Et oui, oui, non, c'est pas sombre du tout, ça sentait la merguez partout. Bien évidemment. Voilà. Et bien sûr, il y avait de la bonne musique, et c'était sympa. C'était très très chouette et j'allais dire c'était pas la dernière fois que je suis allé quand même. J'y suis retourné entre temps, mais l'année dernière je suis pas allé, ça me manque un peu. Donc bon, c'est un épisode un peu spécial. Il y a moins de monde, mais du coup on va pouvoir se concentrer un peu plus sur toi. Mais ça reste un 1000e tour. Il y aura des petits jeux, il y aura tous les petits moments que vous aimez évidemment. Avec toi, on va parler un petit peu de ton parcours et notamment avec la lunette politique sur ton parcours et tout ce que tu auras à nous en dire. Et j'en profite pour vous conseiller d'écouter avant ou après, comme vous voulez, l'épisode de notre ami Julien Méniel dans son podcast La Bonne Vivance, qui est sorti au moment où on enregistre. Il est sorti ce matin. Donc c'est vraiment, on dirait qu'on s'est coordonné, mais pas du tout. Oui. C'est un hasard du calendrier et des circonstances. Et avec Julien Méniel, donc ça dure un peu moins de 2 heures et tu racontes en fait tout ton parcours. Je raconte ma life. Tu racontes vraiment ta vie. Ouais. Et le concept de son podcast, c'est qu'on raconte notre vie de notre naissance à notre mort. Donc a priori, il y a un moment dans le podcast où ça switch sur de l'imagination plutôt. C'est ça. Il n'a toujours pas reçu de personnes déjà mortes qui pouvaient revenir vraiment à proprement parler là-dessus. Et évidemment, Julien Méniel, c'est le gars de la chaîne Dans ton corps. Donc c'est très centré sur le corps qui change avec les années, les pépins de santé, la puberté, la vieillesse, la quarantaine, tout ce genre de trucs. Voilà, mais après c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup extrapolé sur le futur et la mort, puisque vous le verrez en écoutant son podcast, mais j'ai l'impression en tout cas que pour moi ça sera pas très long. Voilà, mais voilà. Vous allez comprendre. Plus, vous allez comprendre en écoutant le podcast. Vous pourrez l'écouter après ou vous pouvez l'écouter avant et reprendre ce podcast derrière. Et en tout cas, voilà, ce sera une écoute qui sera très complémentaire. Ben, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Tu es connu principalement via ta chaîne YouTube Nota Bene. Depuis quand même combien de temps ? Depuis 11 ans, c'est ça, 11 ans, je l'ai lancé en 2014. Ouais. Depuis 11 ans, tu nous fais des vidéos sur l'histoire, la mythologie, un peu tout ça. Ouais, un peu tout ça, ouais. Histoire, mythologie, sur YouTube principalement, puis après, même parfois un peu plus culture au-delà, même un peu voyage maintenant sur les réseaux. Ouais. Une petite astuce pour être invité à des voyages et des restaurants. Mais pas con le gars. Attends, il y en a là-dedans. Donc voilà, il y a aussi des formats courts sur Instagram, sur TikTok ou en short YouTube. Il y a la version podcast aussi qui passe très très bien parce que tu as une voix de podcast, il faut le dire. Merci. Et puis il y a les bouquins aussi. Alors là, pareil, une ribambelle. Une ribambelle, on peut imaginer tous les synonymes. Il y en a pas mal. Le dernier, c'est Samouraï. Non, c'est les pirates. Alors voilà. Et voilà. Ça va trop là, vite. je suis en train de bosser sur les chevaliers. Voilà. Les pirates, les chevaliers, toutes les boîtes de Playmobil ont leur déclinaison. Exactement. Livre de Nota Bene. Exactement, c'est vrai. Je disais les figures j'avais tendance à le présenter comme les figures de la pop culture, mais je pense que dès maintenant, je vais commencer à le présenter comme ça, en fait.
les best-sellers de chez Playmobil. Hein. Voilà. Une idée peut-être de partenariat avec genre Jouet Club pour faire des packs. Il y aura la boîte pour faire son bateau pirate et le livre de Nota Bene les pirates. Pas con. Ouais. Voilà, on discutera pourcentage derrière pour l'idée. T'as un petit côté Nota Benef, toi. Oh là là, Nota Oui. Bene. C'est comme ça sur la sortie Nota Bene. Sur Twitch, c'est mon petit surnom, parce que vu qu'on parle beaucoup de l'économie de YouTube, c'est Oui, pour oui. dramatiser un peu le truc. Oui, d'ailleurs, j'en place une, puisque tu parles de ça, pour quand même ta petite chaîne secondaire Nota Bonus, que j'aime bien, parce que c'est là-dessus que d'un coup, tu as un petit sujet, vraiment plus ta façon de travailler, que ce soit vis-à-vis de YouTube, ou même juste vis-à-vis on va dire, de l'économie de la création de contenu, des petites galères, des interrogations. Des fois, c'est juste des vidéos où tu dis, je me pose une question, t'y réponds même pas, mais t'es là en mode, voilà, discutez-en dans les commentaires, tout ça. Et je trouve ça assez intéressant, à la fois en tant que créateur de contenu, mais même pour quelqu'un qui apprécie ton contenu, de voir un petit peu derrière, de se dire, ah tiens, cet épisode que j'ai bien aimé, en fait, ça a été une galère et ça a été plein de questions. J'aime bien ces vidéos-là. Ouais, je trouve ça cool de montrer un petit peu la cuisine. Si tu veux, ça casse un petit peu tu vois, les fantasmes ou les idées reçues que tu peux avoir autour du boulot. Et vu que c'est vrai que créateur de contenu, c'est un boulot qui fait fantasmer beaucoup de gens, je trouve ça bien des fois de ramener un petit peu dans le réel, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est fou comme ça fait fantasmer les gens, à la fois le public, mais ça se traduit aussi d'une manière médiatique, je trouve. Il y a qu'à voir dès qu'un créateur ou une créatrice de contenu est invité dans un média un peu plus traditionnel, que ce soit le top du top niveau audience ou quelqu'un qui a vraiment une plus mince audience, etc., c'est toujours un peu les mêmes genres de questions qui reviennent et qui, comme si c'était quelque chose de vraiment pas normal, de complètement hallucinant, alors que ça reste un métier de voilà. Quand t'es patron entre guillemets, tu gères une entreprise, tu fabriques des produits culturels et ça marche tout à fait normalement, mais c'est la question de et alors ça rapporte combien, et alors qu'est-ce que ça fait quand les gens vous rencontrent dans la rue, etc. Et c'est rigolo parce que tu vois, ce genre d'approche, j'ai tendance à penser que ça se fait de moins en moins, tu vois, notamment dans les médias dits mainstream. Et d'ailleurs, je défends cette idée-là un petit peu souvent. Et à chaque fois que je défends cette idée en disant non, mais faut arrêter de caricaturer, ça y est, la télé, la radio, ils sont passés à autre chose. Souvent, une semaine après, la situation, voilà, où, et en fait, ils posent des questions de merde et tout. Donc je vais pas te le dire, je vais pas le défendre. Ça. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est marrant parce que je sais pas s'il y a quelqu'un, par exemple, le patron d'un truc d'une boîte de prod classique ou j'en sais rien, ou qui fabrique des jeux de société ou même un acteur. C'est quand même rare que même un acteur qui perce, on va moins lui poser la question de et alors déjà le fric, ni et alors les gens ils vous reconnaissent dans la rue, etc. La question vient moins, quoi. C'est plus alors ça vous a fait quoi de travailler avec machin, éventuellement, quoi. Mais ouais, bon, donc très intéressant, chaîne secondaire Nota Bonus, et puis voilà, quoi. Il y a vraiment toutes sortes de façons de retrouver ton travail. Ouais, on sort beaucoup de trucs pour vraiment que t'aimes l'histoire, que t'aimes pas l'histoire. Si t'as pas de temps, on a des trucs courts. Si t'as du temps, on a des interviews de 2 heures. Vraiment, vous n'y échapperez pas, c'est ça qu'on essaie. essaie. Voilà, Essayez pas d'échapper à son contenu, il sera là quelque part. Bientôt, peut-être comme Mister V, les pizzas, etc. Ah, écoute, tu sais, j'avais été approché par les entreprises de Dark Kitchen à un moment donné. Hein. Ah. Et ils voulaient que je lance des trucs Nota Bene et tout. Ouais. Étrange. Mais t'avais co-sorti un livre de recettes avec ton sosie gastronogeek. Oui, mon cousin serbe. Oui, exactement. Avec une couverture très drôle où c'est vos 2 moitiés de visage qui pourraient franchement être à peu près la même personne. Mais en fait, le truc, c'est qu'on les avait pas mis. Alors, nos visages, pour ceux qui n'ont pas l'image, du coup, sont coupés en 2. Donc, moitié de visage chez moi, moitié de visage chez lui. Mais on les a décalés un petit peu en hauteur. Bien sûr. Pour pas être trop symétriques. Parce que si on les mettait symétriques, vu qu'on se ressemble un peu, ça faisait vraiment Shrek, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était terrible. Ouais. Enfin, voilà. Donc, on est dans le 1000e tour, on va quand même parler de politique, on va parler d'actualité, on va s'attarder sur ton parcours, mais on va commencer un petit peu par l'actualité. Comme on est en fin d'année et que c'est probablement le dernier épisode avant le premier de l'année prochaine,
est-ce que toi, là notamment cette année, tu as pu quand même suivre un peu l'actualité, qu'elle soit nationale ou mondiale? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont marqué? Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes encore quand même de suivre et de te questionner dessus? Oui, alors j'ai eu souvent, je suis ultra connecté à l'actualité et c'est pas évident à vivre. Et en fait, je dois avouer que là, ça doit faire au moins 3-4 mois que je me déconnecte un peu volontairement et je me recentre un peu sur moi parce que j'ai senti que mon cerveau était saturé, quoi. Vraiment trop saturé par cette actu qui va trop vite, qui veut rien dire, qui part dans tous les sens. Et j'avais besoin de souffler un peu pour me recentrer un peu sur mon boulot, d'autant que là, il y a une phase depuis le mois de juin où je me réinvestis beaucoup dans l'écriture de mon émission. Et donc, j'avais besoin de ce recentrage-là. Donc, je ne suis pas totalement déconnecté de l'actualité, mais je suis moins au fait des choses tu vois, qui se sont passées le matin. Voilà, je ne suis pas très, très au fait de ça. Et en plus, j'ai quitté Blue Sky il n'y a pas très longtemps. D'accord. Donc, pareil, tu vois, moi, à l'époque, Twitter, c'était le meilleur moyen pour moi d'être hyper connecté à l'actu. J'ai quitté Twitter. Blue Sky, il y avait un peu ce fonctionnement-là. Et vu que je me suis barré de Blue Sky, bah, c'est compliqué de suivre cette actu-là. Oui, t'as moins le fil quotidien du truc. Ouais, puis c'est pas en me connectant sur Facebook que je vais avoir des trucs accurate, tu vois. Donc, non, pas trop. Ou alors un papy en IA qui fabrique des magnifiques sculptures de Noël. Voilà, oui, et pourtant tout le monde lui crache à la gueule. Alors n'hésitez pas à lui envoyer vos encouragements. Mais oui, c'est sûr que bon, dans les trucs les moins dramatiques, enfin qui font sourire mais qui agacent, t'as eu tous ces changements ou ces non-changements plutôt de gouvernement. T'as cette politique de Macron qui est difficilement supportable de mon côté. Et puis t'as cette montée, là je parle vraiment sur l'aspect franco-français, cette montée de l'extrémisme, de la pensée réactionnaire qui est assez inquiétante, notamment j'ai trouvé dans les médias mainstream. C'est-à-dire que autant je constate depuis quelques années qu'il y a une libération de la parole du côté des partis politiques d'extrême droite mais aussi de plus en plus dans le quotidien. Depuis 1 ou 2 ans, on le voit, si tu veux, dans la rue, je le constate de plus en plus. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un vrai virage médiatique qui a été pris, et je trouve que c'est extrêmement inquiétant, voilà, ça. Et puis si on dézoome un peu à l'international, évidemment tout ce qui se passe aux États-Unis, ça me préoccupe. Évidemment ce conflit en Palestine est absolument terrible, et ce qui est terrible aussi, c'est tous les autres conflits qu'il peut y avoir et dont on ne parle pas non plus, tu vois. Et c'est vrai que d'être bombardé par ces informations du matin au soir, ça mine quand même vachement le moral, quoi, tu vois. Non, mais c'est clair. Et je crois que des fois, moi j'aime bien suivre l'actualité et réfléchir là-dessus, et voilà, même si on se sent totalement impuissant, mais je pense que des fois on a besoin de prendre un petit peu de recul pour mieux revenir et mieux analyser les choses, parce que là j'étais arrivé à un moment où j'ai l'impression d'être purement dans l'émotionnel tout le temps, parce qu'en fait t'es tellement sollicité, tu trouves tellement tout révoltant que c'est compliqué en fait d'être rationnel et posé, tu vois. Mais donc toi, c'était quand même une habitude que tu avais. Si tu dis que t'as dû faire un pas en arrière, c'est que c'est quand même dans ton logiciel du quotidien de garder un œil là-dessus. Ouais. Donc depuis longtemps, on va revenir sur tout ça. Je voulais te poser une question d'ailleurs à ce propos. C'est quoi ton premier souvenir de fait d'actualité jeune? Un fait d'actualité? Jeune, même enfant, vraiment enfant. Vraiment ton premier souvenir de fait d'actualité. Moi, je vais te dire, je suis né en 1992. J'ai peut-être eu des souvenirs avant, mais clairement, le plus marquant, c'était le 11 septembre. Ouais, bah ça je l'ai. Je sais encore où j'étais. Bien sûr. Je me souviens je me souviens très très bien. Ouais. C'est dingue comment d'ailleurs ça peut te marquer, parce que tu vois, quand les Twin Towers ont été percutés, moi je savais même pas c'était quoi les Twin Towers. Moi non plus.
Mais j'avais quel âge? J'avais 12 ans, un truc comme ça, je suis en 88. Ouais, moi j'avais 9, donc Euh, 4 ans d'écart. mais je me rappelle très très bien du déroulé de toute la journée. Ouais. Mais tu vois, au même titre que le Bataclan, je me souviens très bien de toute la soirée. Bien J'ai sûr. encore tout en tête, tu vois, ça a été tellement traumatisant. Après, les faits d'actu, si, bah tu vois, je me souviens de la Coupe du Monde 98. Ouais, c'est ça. Voilà, je me c'est ce souviens que de trucs j'allais comme dire. ça. Moi, je parlais de Je me trucs. souviens, je me souviens quand même, je crois que c'était en 93 qu'il y a eu des très grosses grèves. 95 peut-être. 95. Ouais. Ça, je m'en souviens parce que mon père y participait et donc forcément, je regardais les trucs à la télé, je me disais, ah ouais, Ouais. voilà. Oui, ça devait être décembre 95. Les grèves contre Juppé. C'était Juppé qui était Premier ministre depuis pas très longtemps, depuis 6 mois. Et c'était des grosses réformes de la sécurité sociale, je crois. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Et ouais, là, gros mouvement de grève à ce moment-là. Les grèves de 95, ça a été massif. Hein. C'était. Voilà, donc je dirais que j'ai ça peut-être comme souvenir, mais ça Ok. reste très nébuleux. Si vraiment tu veux un truc très précis, ouais, le 11 septembre, ça reste très très précis. Ah ouais, c'est marrant parce que du coup, t'as 4 ans de plus que moi, donc t'étais quand même un peu plus âgé, mais c'était tellement massif que, effectivement, parce que tu m'as cité la Coupe du Monde, moi c'est pareil, la Coupe du Monde, je m'en souviens. 98, je m'en souviens, je me souviens où j'étais, je me souviens très bien. Mais c'est-à-dire qu'avant ce fait-là, qui était un peu plus actualité, vraiment, genre, on va dire géopolitique ou politique ou ce genre de choses, c'est vraiment le 11 septembre. Et avant ça, ça va être des trucs genre sportifs ou juste le passage à l'an 2000, tu vois. Oui, trucs voilà, comme ça, c'est des trucs comme ça. Ou Mais après, l'éclipse, t'en as parlé aussi, l'éclipse totale, dans le podcast avec Julien. ouais, mais c'est vrai que moi, je pense que jusqu'en 99, alors je regardais beaucoup la télé quand j'étais gamin, mais peut-être moins les infos ou autres. Et à partir de 99, il y a dû avoir un changement. T'étais pas Guignol, sachant que du coup, si, quand même. Est-ce que c'est ça? Ouais, Parce ouais. que pour beaucoup aussi de notre génération, de gens qui du coup ont eu cette enfance pendant ces années-là, pour peu qu'ils avaient un peu des parents un poil politisés qui aimaient bien regarder les Guignols, en regardant les Guignols avec eux, enfin moi en tout cas, je sais que c'était pareil pour Usul aussi. C'est un truc qui a un peu entre guillemets politisé, ou en tout cas où tu te rendais compte que ok, on a un gouvernement, il y a des ministres, Oui, et des c'est fois vrai. ils font ça. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis bah là, t'as une première approche de la satire Ouais. aussi. Tu vois, c'est vrai que quand t'es gamin comme ça à cette époque, t'écoutes pas forcément les chroniques style Guillaume Meurice ou Barré. Tu vois, tu regardes Il y les en avait Guignols moins, avec. hein, il y en avait Il y en moins avait aussi. moins. Ouais. Parce que les Guignols avaient ce rôle justement. Ouais, complètement. T'as raison. Tu parlais notamment de ton père qui avait fait les grèves, etc. Il y avait quelle place pour la politique à la maison quand tu étais plus jeune? Alors, je sais que j'ai des parents qui étaient pas militants, loin de là, en fait. J'ai plus l'impression que mon père était là quand il y avait des grèves au boulot et qu'il fallait soutenir les gars et y aller aussi, tu vois, il était là. Maintenant, j'ai pas le souvenir d'avoir des parents militants politiques ou hyper engagés, ou voilà. Pour moi, ça appartenait plus à l'histoire familiale, en fait. Et notamment, alors je savais que du côté de mon père, il y avait beaucoup de militants communistes, mais je les ai pas connus en fait. Donc pour moi, ça a eu vraiment très peu d'impact. Par contre, du côté de ma mère, j'ai bien connu mon grand-père, qui lui, pour le coup, était très militant, hein, puisque bon, il était au PC, c'était un proche de Georges Marchais. Quand il est mort, la veuve de Marchais était venue. Ah oui, d'accord. Il était à la Cégette, voilà bien. Il était représentant des personnels à Air France pendant des années où il a défendu les travailleurs. C'était quelqu'un qui était très très impliqué et qui a dévoué toute sa vie à travailler, à défendre les travailleurs. Et donc j'avais d'ailleurs une image un peu idéalisée, si tu veux, de mon grand-père pendant très très longtemps, tu vois. Mais c'était Coco. Tu vois, enfin moi j'ai pas vécu ça et j'ai pas ces souvenirs-là, mais ma mère m'a raconté
disait que quand elle était gamine, tu vois, t'avais des Chinois ou des Russes qui passaient de temps en temps à la maison, tu vois. Oui, je vois. Ouais. Donc c'était vraiment dans le vieux parti communiste, tu vois. Ouais, mais c'est à l'époque, hein, c'était un peu ça. Voilà. Et donc il y avait cette image-là de mon grand-père, très engagé, où forcément ça s'est retransmis un peu au niveau des valeurs générales sur ma famille, mais mes parents étaient pas du tout engagés au point que l'était mon grand-père, quoi. Mais clairement. est-ce que ça parlait politique? C'est-à-dire que, typiquement, je te refais le schéma classique, t'as beau être un gosse, machin, t'es à table, il y a la télé avec les infos, et du coup, les parents, ils commentent l'info, et toi, ça lui, rentre c'est dans un le con, cerveau. machin. Voilà. Oui, bah forcément. Il y a un petit peu ça, quand même. T'as ce genre de truc. Et puis effectivement, bah, tu vois, encore une fois, quand j'allais chez mon grand-père, même s'il nous prenait pas la tête avec ça, c'est des discours que j'ai pu entendre aussi, tu vois, forcément. Donc, je pense que c'est des choses qui m'ont forgé un peu, mais vraiment sur des valeurs générales, ils ont jamais été dans je vais dire le prosélytisme politique, tu vois. Okay, ouais. J'ai jamais eu la sensation de me faire bourrer le mou par mes parents, ou tu vois, ils m'ont toujours laissé vraiment très libre de mes choix, de mes réflexions, de mes analyses, et sans doute que j'ai été influencé par les valeurs qu'ils m'ont inculquées, hein, c'est sûr. Oui. Mais je me suis vraiment forgé ma propre conscience politique quand j'avais, je sais pas moi, 16-17 ans, tu vois. Ouais, voilà, c'est toi qui t'es fait ton comme, propre déclencheur, quoi. C'est pas... Ouais, voilà. C'est-à-dire que tu vois, clairement, dans les potes que je fréquentais à l'époque, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait la moitié qui soit droitard de ouf, tu vois. Parce que quand j'étais au collège, tu vois. Au collège, tu vois, on n'avait pas de conscience politique, mais on avait des familles très différentes, tu vois, et... Donc, je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais... Parce qu'effectivement, il y a eu une rupture là-dessus dans ta vie, c'est que tu as passé ton collège en habitant dans une petite ville, en maison dans le sud de la France, un et peu tu es passé isolé. au lycée en revenant en région parisienne, et pas des moindres, puisque tu as fait ton lycée à Montreuil, Yes. ici même. Yes. Et donc, c'est sûr que, oui, peut-être que la faune qui t'entourait n'a pas eu les mêmes destinées derrière. Ouais, et puis alors, bon, j'ai quand même été j'ai toujours été sensibilisé, ça c'est sûr, au regard que tu poses sur les autres, au fait que les conditions matérielles dans lesquelles j'ai été élevé, même si c'était pas l'opulence, tu vois, mais on n'était pas pauvres, tu vois, et ça, mes parents ont toujours mis un point d'honneur à me dire, tu sais, il y a beaucoup de familles qui vivent avec des problèmes d'argent, qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui ont du mal à bouffer. Et c'est vrai que ça, quand t'es enfant, c'est des choses que tu entends mais que tu comprends pas forcément, tu vois. C'est quand t'es confronté à ça que tu commences vraiment à développer une réflexion autour de tout ça. Et quand t'arrives au collège, là, tu vois des copains qui peuvent effectivement être un peu moins bien lotis, puis t'arrives au lycée et t'es confronté finalement à la violence un peu du monde, et parce que t'es curieux, tu t'intéresses de plus aux actus, tu vois, donc là aussi tu vois que y a des choses qui ne vont pas, et donc je pense c'est pour ça que les gens se forgent aussi à partir de cette époque-là. Et c'est vrai que quand j'ai vécu à Marseille, même où j'ai fait ma seconde, j'étais dans un grand lycée, le lycée Jean Périn, et je voyais qu'on n'était pas tous nés dans la même situation, quoi. Et puis quand je suis arrivé à Montreuil, j'habitais à la Cité de l'Espoir, qui porte bien son nom, tu vois, où j'ai passé... moi, j'ai bien aimé cette période-là, mais tu vois aussi la précarité de beaucoup de gens, tu vois. Puis quand j'étais au lycée, je voyais la précarité aussi de mes camarades de classe, tu vois. Et ça, c'est des choses qui marquent aussi, où t'as du mal à l'accepter, quoi. Quand tu vis dans des milieux où tu côtoies la pauvreté, ça forcément ça laisse quelque chose. Et je sais que ça, du côté de la famille de mon père, il y a une bonne partie de la famille de mon père qui était quand même pauvre, et donc j'ai été confronté à ça aussi durant mon enfance, où j'ai une partie de ma famille qui vivait plutôt bien, et l'autre partie où vraiment ils étaient pauvres. Et donc quand tu te retrouves dans la cité avec tes cousins, et tu vois
cette misère, les gars qui se débrouillent un peu pour tenter d'exister, que bah tu comprends plein de trucs, quoi. À la fois tu comprends et en même temps tu t'essayes de prendre du recul sur tout ça, parce que c'est des milieux qui peuvent être violents aussi, tu vois. Quand je voyais mes cousins qui partaient dealer ou tu vois, qui se battaient avec des mecs de gang, des machins, tu te dis mais pourquoi ils font ça, tu vois, tu te poses plein de questions parce que c'est pas ton monde, tu vois. Et c'est là que tu te dis et pourquoi c'est pas mon monde et qu'est-ce qui est différent dans le leur, et ça enclenche tellement de questions que forcément chez quelqu'un de normalement constitué ça provoque une petite réaction politique, tu vois. Donc je pense que tout ça m'a forgé, et en tout cas le fait d'avoir été à Montreuil, ça a été aussi je pense, pour beaucoup dans mon éveil politique. C'est une ville qui est extrêmement politique. Hein. C'est ouais. vraiment à l'époque, c'était la Coco. politique. C'était Coco à l'époque. Ouais. Et ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Parce Il y a eu une petite parenthèse écolo, ouais, mais ils sont passés, non, c'est un maire communiste depuis quelques années. D'accord. Et je sais qu'à l'époque, quand on faisait nos AG de lycée, ils nous prêtaient la mairie pour qu'on fasse on faisait nos réunions interlycées, tu vois, et ils nous prêtaient la salle de la mairie, tu vois. C'était oufissime quand même. Oui. Non, mais c'est ça. Non, mais à Montreuil, oui, effectivement, la politique sue de tous les pores de ce qui se passe dans la ville. Et donc toi, ça a été quoi le déclencheur? Parce que justement, tu parles d'AG dans le lycée parce que tu as participé à des mobilisations sociales lycéennes. Ouais. C'est parti de quoi ton engagement et le fait que vraiment tu t'impliques et pas juste tu suis ça de loin? Alors je sais pas c'était quoi je crois que le premier truc c'était peut-être CPE, CNE ou loi Fillon, c'était un des deux, parce que du coup c'était une année d'écart. Mais je m'intéressais du coup déjà un peu à l'actualité, parce que j'avais déjà un peu plus l'âge, que j'avais mon PC, tout ça, donc que je pouvais regarder un peu ce que je voulais. Et puis il y a eu ces événements politiques, des gars qui ont débarqué dans notre lycée. Alors vraiment le lycée où j'étais, Condorcet, c'était pas le plus politisé clairement de tous les lycées de Montreuil, mais on a d'autres lycées qui sont venus en fait en disant il se passe ça en ce moment, vous avez entendu? Ah bah non, qu'est-ce qui se passe? C'est Jean Jaurès qui est venu, je pense. Exactement, c'était Jean Jaurès, exactement. Et à partir de là, j'ai commencé à m'y intéresser et en fait à me poser des questions. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça? Et puis à découvrir effectivement les différentes politiques du gouvernement auxquelles je m'intéressais pas forcément avant, tu vois, parce que je pense que quand tu commences à te politiser, c'est aussi les premiers pas vers l'âge adulte, tu vois. Tant que tu es encore dans l'adolescence, tu profites de la naïveté de la vie et de ce qu'elle peut t'offrir. Il y a des jeux vidéo, voilà. Et quand tu es au lycée, tu es dans un entre-deux, tu vois, mais tu découvres ce monde-là qui est assez excitant aussi au final, parce que tu t'aperçois que y a des luttes d'idées, de pouvoir, il y a des rapports de force qui se font, qu'il y a beaucoup d'injustice, et quand t'es jeune, t'as envie de faire bouger tout ça, en fait. T'as pas envie de rester inactif. Là où aujourd'hui, j'ai toujours envie de faire bouger les choses, mais j'ai pas la même approche, tu vois, de la politique. Peut-être que c'est moins frontal, ou en tout cas c'est moins idéalisé, c'est sûr. Parce qu'au départ, quand tu commences à te former, tu vois, t'as des étoiles plein les yeux et tu te dis oui, on va tous dans la même direction et c'est chouette. Et puis après, tu t'aperçois que en fait, il y a beaucoup de nuances dans les différentes idéologies. Je dis pas ça au sens négatif, idéologie, qui gravitent autour de la tienne. Oui, à gauche, on est fort pour ça. Hein. Oui. Des fois à droite aussi. Des fois, Oui, mais c'est vrai qu'à gauche, voilà. Il y a quand même une approche de cette politique au départ, de ma part, qui est un peu naïve, forcément. Mais je pense qu'on est tous passés par là. Oui, avec attends, évidemment. des espoirs, des désillusions. Quand t'as 40 ans, si tu retrouves ton discours que t'avais quand tu faisais ton blocage au lycée, évidemment que si on le reprend tel quel, si quelqu'un te dit
Un peu bête ce que tu as dit là, oui d'accord, oui, j'avais 16 ans, hein. Évidemment, mais on commence par là. Mais ouais, tu parlais de l'époque du CPE-CNE, on n'a pas forcément expliqué ce que c'est, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, c'était un contrat première embauche. C'est ça, et contrat de nouvelle embauche. Ça c'était l'espèce de version 2 qu'ils avaient sorti en disant non, mais en fait finalement... on va faire un truc un peu mieux et c'était tout aussi pourri. C'était... alors, le premier ministre était de Villepin, ça je m'en souviens, mais alors le ministre de l'Éducation, c'était peut-être Fillon, justement, je sais plus. C'était probablement soit Fillon, soit genre Luc Ferry ou une merde comme ça. Mais ouais, c'était en gros... Il partait du postulat de départ, enfin de la constatation même, que les jeunes sortis d'études avaient du mal à trouver un emploi, que les employeurs étaient réticents à employer des jeunes, et donc ils se sont dit, plutôt que d'essayer de faire en sorte que ce soit pas le cas, on va leur fabriquer un contrat tout naze, payé au lance-pierre, et dans lequel, en gros, surtout le principal avantage, en tout cas à leurs yeux, et cadeau au patron, c'était que ce contrat permettait de t'engager. C'était une sorte de CDI, mais sans avec la possibilité de virer n'importe quand. Ça, en gros. Le constat était le bon au départ. Il y a deux mondes qui n'arrivent pas à se rencontrer, mais la solution n'était pas ouf. La solution, c'est ça. En gros, c'était un CDI, mais le patron peut te virer sans forcément de préavis, sans indemnité, parce que normalement, un CDI, tu vires pas la personne comme ça. Déjà, il faut un motif, et même si tu as un motif, ça s'accompagne d'indemnités et de choses comme ça. Et là, l'idée, c'était de faire, non, on va vous faire un contrat limite à l'américaine, le truc du restaurateur qui te jette un tablier, qui fait ok, vas-y, je te prends à l'essai, et qui 2 jours après te fait tu dégages, c'est ça. Et rien ne se passe, et c'est comme ça. Et donc, c'était moi, c'était la première mobilisation étudiante, et lycéenne étudiante, que j'avais conscientisé. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'étais au collège, je suis un peu plus jeune, j'étais au collège, il n'y avait pas vraiment de choses qui se passaient au collège, mais j'avais déjà un œil quand même sur l'actualité, donc je suivais ça. Et c'est la première que j'avais un peu conscientisée. Et moi, c'est venu, j'avais suivi ça sans y participer. Et quelques années plus tard, arrivé au lycée, moi de mon côté, donc entre-temps, Sarkozy était président. Puisqu'il est arrivé président vraiment au moment où je passais du collège au lycée. Et là, on avait Xavier Darcos, ministre de l'Éducation, et il y avait une loi qui devait s'appeler loi Darcos, etc., qui n'était pas vraiment nommée, mais c'était une réforme de l'éducation. Il faut que chaque ministre fasse sa réforme. Et là, c'était un truc, je me souviens plus des détails, mais c'était quand même assez catastrophique, et notamment sur la façon dont étaient traités les professeurs. Je me souviens qu'on était pas mal aussi dans le soutien pour la première fois, conditions de nos professeurs. Et c'était le premier mouvement social qu'on a eu au lycée avec donc moi, j'étais dans l'Essonne à cette époque-là. Dans une ville beaucoup moins politique, qui était Brunois, dans l'Essonne. Je connais pas. Et oui. Pourtant, je suis né dans l'Essonne. T'es né dans l'Essonne, tiens donc. Eh oui. Où ça ? Je suis un athésien, je crois. Ah, on dit comme ça. Athis-Mons, oui. Ah oui, c'est vraiment la même zone. Ah bah ouais. C'est le nord-est de l'Essonne. J'ai vécu à Savigny, j'ai vécu à Rissorangis. Bien sûr, bien sûr. C'est cette zone-là, c'est la vallée d'Evry, prolongée un peu au nord. J'ai vécu à Évry beaucoup aussi. Moi, j'ai grandi à Hyères-Brunois, qui est vraiment la frontière nord-est de l'Essonne, où on est un peu plus dans le tissu urbain parisien, donc un peu plus connecté, du coup plus vers Paris. Mais oui, mais c'est ça qui fait un peu une cassure. Il y a une frontière naturelle qui est la forêt de Sénart, qui sépare un peu ce bout d'Essonne qui reste au-dessus du reste de l'Essonne qui est en dessous. Et donc on a quand même eu Blocus. C'est pareil, hein, moi j'ai pris assez vite les devants. J'ai bien aimé cette action politique. J'ai bien aimé me réveiller à 5h du matin pour aller monter les barricades. Il y avait le champion en bas. Donc on allait,
on mettait une pièce pour récupérer le premier caddie, pour récupérer toute la ribambelle de caddies en même temps. Et après, il fallait trimballer en plus en montée une espèce de train de 20 caddies Ah là là là, la bande de jeunes voyous. pour aller mettre ça devant le lycée. Évidemment, toutes les poubelles du quartier y passaient. Moi aussi, ça m'a plu de m'investir là-dedans, et donc assez rapidement, sans vraiment le vouloir, parce qu'il n'y avait pas vraiment de chef, voilà et tout, mais au niveau de Condorcet, j'ai fait partie du petit groupe où on commençait à planifier les différentes actions, on était en contact avec les autres lycées, et donc on s'organisait pour faire des trucs ensemble entre jeunes de Montreuil, en fait. Donc quand on partait en manif, on avait les différents cortèges qui partaient des différents lycées, on se retrouvait tous à mairie de Montreuil, et ensuite tous les lycées on partait ensemble, tu vois. Mais c'est ça qui est bien. Moi, ça, Et nous, on n'avait pas ça. Ça, c'était il y avait 2 lycées, mais ils étaient tellement loin dans la ville que c'était un peu 2 mondes différents, et il n'y avait pas cette espèce de coordination. Ça devait être bien, Montreuil. Parce que nous, derrière, en manif, on faisait le blocus, il y avait quelques lycéens, il y avait quelques élèves qui nous suivaient un peu, qui se mettaient dedans, qui étaient plus intéressés par l'agitation que par le message derrière. Mais après, quand on disait allez hop, on va en manif, il fallait aller à la gare RER, il fallait y aller, et là, je sais pas trop. C'était un peu plus loin de Paris, etc. Et on se retrouvait souvent à 5 ou 6. On n'avait pas de cortège du lycée Talma. Mais c'est sûr que tu vois, Condorcet, le lycée où j'étais, il y avait quand même moins d'engagement politique qu'à Jaurès. Je pense que c'est pas les mêmes populations non plus. Et clairement, nous, il y avait beaucoup de gars qui allaient pas en cours parce qu'ils avaient pas envie d'aller en cours, tu vois. Ah, mais ça, c'est normal. Beaucoup plus à Condorcet, je pense, qu'à Jaurès. Mais je sais pas, moi, à l'époque, je me suis dit... là j'ai l'impression d'exister un peu à travers ce que je suis en train de faire, de défendre. C'est important, c'est juste, et du coup, vu que j'avais pas trop de difficultés à l'école, j'étais pas en train de me mettre en danger, et donc j'ai été très clair avec tout le monde. C'est-à-dire que j'ai été clair avec ma mère, où je lui disais le matin ou la veille, je disais, tu sais, demain je ne vais pas en cours parce que je vais manifester. Je tenais à être clair avec mes parents en leur disant, je vais pas juste rien foutre, en fait, je vais aller manifester. Donc ils me disaient, bon bah d'accord, parce que de toute façon ils savaient très bien qu'ils pouvaient pas m'empêcher de... Voilà, ils n'avaient pas trop de levier de pression, quoi. Et je faisais la même chose avec mes profs. Les profs, aussi, le CPE, le directeur du lycée, j'allais le voir, je lui disais bonjour monsieur, voilà, je vous informe juste que je serai pas là cette semaine parce que bonjour monsieur. Ah ouais, non, voilà, j'en étais pas là quand même. Hein. Et le gars me disait ok, enfin tu vois, c'est assumé, je comprends pourquoi tu t'engages et tout. Bon, après sache que derrière c'est tes notes, c'est ton avenir, c'est voilà. Je disais oui, vous inquiétez pas, je suis conscient. Il me dit c'est un des conscients, mon gars, fais ce que t'as à faire, tu vois, et voilà. Et donc tout s'est toujours très très bien passé, et j'ai eu toujours des très très bonnes relations avec le corps enseignant parce que j'étais très clair sur ce que j'allais faire. Voilà. Maintenant, j'ai toujours été engagé dans des structures alors très locales, entre étudiants, et jamais rien d'officiel. C'est-à-dire que j'ai jamais voulu m'encarter quelque part. Déjà à l'époque, Mélenchon commençait à monter, à rassembler des forces, et voilà. Et je sais que j'avais l'époque lycéenne, c'est... Ouais. Et mais moi, attends, parce que c'était à partir de 2011, on va dire que Mélenchon commençait un peu. Même avant ça, parce que moi il y avait. Parce qu'il y avait le référendum. Je sais plus référendum exactement, mais européenne, à l'époque, je me souviens que j'avais un prof qui était très engagé et qui m'avait sans doute repéré, voilà, et qui m'avait dit, tu sais, machin, Mélenchon, En fait, je pense que c'est le moment. Je pense qu'il montait pas forcément à l'échelle nationale, mais que si t'évoluais dans un cadre un peu plus politique, c'est vraiment à cette période-là, je pense que ça correspond le moment où Mélenchon a quitté le Parti Socialiste pour former son parti de gauche. Et que effectivement, il y a peut-être eu des questionnements et des transfuges de gens qui commençaient à plus se reconnaître dans le PS et qui disaient... C'était 2004-2005. C'est ça, parce que le référendum sur l'Union européenne, c'était en 2005, et c'est suite à ça, en fait, qu'il est parti du PS. Et en tout cas, à l'époque, je sais qu'on m'a approché et qu'on m'a dit, tiens, si tu veux... je te rapproche des organisations, trucs et tout, et puis tu viens avec nous, et pour voilà, former un peu les jeunes du Parti
de gauche, ouais. Et j'ai refusé. J'ai refusé parce qu'en fait, déjà à l'époque, je sentais que la logique des partis, je voyais bien l'avantage à être dans un parti, à être plusieurs pour essayer de défendre ses idées, tout ça. Mais il y avait trop de comment dire. Je tenais vraiment à conserver mon indépendance, Oui, oui. tu vois, politique, Ouais, et j'avais ouais. pas envie de m'encarter. Du coup, je me suis jamais encarté de ma vie. Bah, c'est mon cas aussi. Et donc à l'époque, j'ai refusé, et puis je me suis un peu éloigné après de la politique une fois que tout ça était terminé. Je m'y suis quand même moins intéressé. Quand je suis arrivé, même après à l'université, tout ça, bon, c'était une période un peu compliquée, mais je me suis moins intéressé à la politique que quand j'étais au lycée. Ok, ouais, j'allais revenir là-dessus. Je voulais faire un encart sur l'encartage, incroyable jeu de mots. Non, sur le fait que moi j'ai un peu eu la même chose, c'est-à-dire que j'ai pas voulu m'encarter derrière, ni dans un syndicat lycéen ou derrière un syndicat étudiant, etc. Avec tout le respect que j'ai pour toutes ces institutions, et je pense, en fait, j'ai juste dit moi aussi en disant, enfin moi non plus, en disant que j'ai jamais été encarté nulle part, quand bien même j'ai toujours été vraiment la première dans la politique. Et je voulais juste rattraper les choses parce que en fait c'est pas tout à fait vrai. Figurez-vous que j'ai déjà été encarté très brièvement dans un parti. C'est le reveal. Lequel est donc? Ouais, le reveal. Non, en fait. Asselineau. Merde. Aïe aïe aïe. Bah ouais, mais Ouais, il y j'ai avait une des période trucs bizarre. qui étaient un peu destructifs. Ouais, alors. ouais, mais quand même, voilà, hein, j'ai regardé ces conférences de 4h30 là, sur l'Europe, et non, j'ai été encarté au Parti Socialiste, et là, la moitié des auditeurs viennent de quitter le podcast et de se désabonner. Oh non, pas Non. toi, Zinedine. Exactement. Non, en fait, non, pour l'anecdote, j'ai été vraiment très brièvement encarté au PS. C'est encarté au sens propre du terme, mais alors sans aucun militantisme. C'était juste après 2017. Pour le contexte, c'est Benoît Hamon remporte la primaire du Parti Socialiste, notamment face à Manuel Valls, alors que Manuel Valls partait ultra favori à la base. Et en fait, il y a eu un mouvement vers Benoît Hamon qui avait quand même une orientation bien plus à gauche que Manuel Valls. Derrière, il y a eu un peu le fight avec Mélenchon pendant la campagne pour le premier tour, et Mélenchon a pris les devants dans les sondages, et jusqu'à l'élection où il a fait un score quand même bien plus important. Je crois que c'était en 2017, il a dû faire 19%. Mélenchon, et Benoît Hamon n'a fait que 6%. Et pendant toutes les dernières semaines, on voyait les courbes qui, à la base, Benoît Hamon avait plus d'intention de vote, et les courbes se sont croisées. Il y a plein de gens qui ont préféré faire un vote utile Mélenchon, même s'ils étaient partis pour Benoît Hamon à la base. Moi, j'avais voté Mélenchon. Mais en votant Mélenchon, quand même, j'avais plutôt apprécié la campagne de Benoît Hamon, et je voyais bien en fait un peu l'axe Hollande-Cazeneuve, etc., pester contre le fait que Benoît Hamon ait pris de l'importance dans le Parti Socialiste, qui d'ailleurs avait appelé directement à voter Macron. Il y en a même qui l'avaient fait avant le premier tour. Mais dans l'entre-deux tours, ils n'avaient pas du tout soutenu Benoît Hamon. Et dès que c'était le second tour, Macron-Le Pen, là, c'était votez Macron, faites barrage. Oui, tu voulais qu'on vote Macron dès le début, et tu as fait quand même. Mais bref, et du coup, j'avais pris, à ce moment-là, j'avais adhéré au PS juste dans l'optique, genre sans activité. Je voulais juste rajouter une voix dans l'espoir que Benoît Hamon reprenne le PS, et qu'il y ait un peu plus une espèce de rapprochement qui se fasse avec LFI, et en tout cas avec la frange mélenchoniste. C'était vraiment une sorte d'adhésion de stratégie où j'ai adhéré. Je me suis encarté à l'UMP parce qu'en fait j'espérais voter pour le plus nul. Et non, mais, là c'est ça, mais c'était vraiment dans l'idée qu'il y ait un congrès. Et en fait le truc c'est que juste, mais vraiment, vraiment pas longtemps après avoir adhéré au PS, en me disant le jour où il y aura un congrès, ça permettra d'ajouter une voix à une motion un peu plus à gauche, dans l'espoir qu'il y ait une union des gauches qui tire plus vers la gauche derrière. Vraiment, un mois après avoir fait cette adhésion, on apprend que Benoît Hamon quitte le PS. Donc je me suis retrouvé tout con avec ma pauvre carte de merde qui ne m'a jamais servi. J'ai fait alors voilà, et plié, voilà, je vous ai donné 14 €. Faites-vous plaisir avec, mais je m'en suis jamais servi. Donc voilà, petite anecdote en cartage. Allez-y, vous pouvez me lyncher dans les commentaires.
Écoute, il y a pas. Non, mais je dis ça pour plaisanter. En vrai, je trouve que le move était pas dénué d'intérêt. Donc voilà. Et donc tu disais ensuite derrière, après cette période un peu d'agitation lycéenne, t'as pas continué. Pourtant il y a quand même, c'est pas un moment où t'as commencé directement tes activités sur Internet. Il y a eu un petit temps entre les deux. Non. Bah moi j'ai commencé une fac d'histoire, mais ça n'a pas duré bien longtemps. J'étais un peu paumé. Bon, il y a eu un truc que je raconte dans le podcast de Julien, qui a été le décès de mon père, qui a été très compliqué à gérer pour moi, où pendant 1 an, j'ai eu du mal à sortir du trou, quoi. Et donc, je suis rentré dans la vie active, en fait, direct. C'est-à-dire que j'ai pris un taf, je vendais des chocolats chez Jeff de Bruges, et j'étais dans le centre commercial d'Evry, tu vois, à l'Agora. Bien sûr. Et en fait, pour moi, le game était plié. J'étais en mode, ma vie, ça sera ça. Derrière, ça va s'enchaîner. Je vais être vendeur dans les petits magasins. Et en fait, ça me convient bien. Voilà, tu vois. J'étais parti là-dedans, quoi. Et puis c'est les rencontres après qui m'ont amené à, tu vois, rencontrer un type qui travaille dans l'audiovisuel, qui m'a dit bah écoute, reprends tes études, fais un BTS audiovisuel, moi je t'embauche en alternance, tout ça. Et donc il y a tout qui s'est enchaîné. Je me suis retrouvé dans une boîte de prod à bosser pendant 6 ans. Et puis c'est quand j'ai perdu mon emploi parce que la boîte battait de l'aile et qu'on a tous perdu notre emploi que je me suis retrouvé à rien faire à la maison 2014 et que je me dis tiens, je vais lancer Nota Bene. Et donc pouf, je lance Nota Bene et voilà. Mais pendant plusieurs années en fait j'ai eu une vie très terre à terre de gars qui vit sa petite vie, tu vois, qui est là, qui vend ses chocolats, et puis je rentrais le soir et je jouais à mes jeux vidéo, et en fait j'avais pas envie de m'impliquer plus que ça, tu vois. Je m'intéressais un petit peu à l'actualité, mais pas beaucoup. Plus quand j'ai commencé à travailler en boîte de prod, où là, tu sais, quand t'es avec des collègues dans des bureaux où t'as pas de clients, tu vois, et puis tu travailles tous sur des projets audiovisuels, tout ça, bon bah tu as plus d'espace pour parler justement politique. Et une machine à café. Et voilà, une machine à café. Et clairement, ça parlait politique, et là ça parlait politique, ça s'attirait plus du côté où j'étais quand j'étais jeune. Donc forcément, ça a remué pas mal de choses, et à l'époque, je m'intéressais déjà beaucoup plus à la politique. Quand je suis rentré dans cette boîte de prod, je me suis beaucoup plus sensibilisé en fait à ce qu'était la politique et aux enjeux politiques, surtout français, mais pas que. Ouais. Donc je pense que ça a été la deuxième étape de ma vie politique en fait, et de ma culture politique, ça a été ça. Ouais. Il y a une question que j'avais envie de te poser qui va peut-être paraître étrange, mais ça m'intéresse. Tu parlais de cette période-là où tu étais un peu down, où tu étais un peu dans ta bulle pendant quelques temps, et où, et ça, encore un truc que tu dis dans le podcast, je vous dis, allez écouter le podcast de Julien Méniel, parce que alors là, on est sur, il n'y a pas plus complémentaire comme contenu. Ça s'entrecroise. Ça s'entrecroise complètement. C'est ta grosse période World of Warcraft. Et là, t'étais dedans, là, c'était WoW, quoi. Ouais. Et je me demandais, parce que tu sors du lycée où il y a eu toute cette agitation politique, c'est l'organisation de mouvements, etc. etc. Et est-ce que tu as retrouvé d'une certaine manière un petit peu ce genre de choses qu'on pourrait assimiler à de la politique sur WoW? Parce que sur WoW, tu fais partie d'une guilde, il y a des raids, il y a une hiérarchie, alors, etc. Oui, mais du coup, alors là, c'est peut-être ma première expérience de patron en fait, plus que de. C'est intéressant parce qu'on va y revenir aussi à ça. Oui, parce qu'en fait, oui, très très rapidement, j'avais envie de monter ma propre guilde.
Parce que voilà, tu vois, pour partager du fun avec des copains, monter des projets, voilà. Et donc très rapidement, j'ai rencontré un mec qui est devenu après mon patron par la suite, hein, qui est devenu un copain et qui est devenu mon patron, où j'avais lancé mes petites annonces là sur les canaux généraux dans les régions de World of Warcraft en disant je recrute pour ma guilde, si vous voulez, venez me rejoindre. Et en fait, lui m'avait dit tiens, moi aussi je cherche à créer une guilde, viens, on se met ensemble et comme ça on arrivera à recruter plus facilement. Je lui ai dit bah ouais, ok. Et puis bon, on s'était mis à deux comme ça et on avait notre guilde. Et effectivement, pouvoir rassembler des joueurs et créer des projets ensemble, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup animé. Après, j'ai jamais été dans des guildes, tu vois, un peu hardcore où on faisait des raids de haut niveau, ce genre de choses. Moi ça a toujours été, alors que je jouais énormément, j'étais pas ce qu'on appelle un casual, loin de là. Vraiment j'étais tout le temps sur le jeu. Mais j'avais une guilde où on se définissait comme casual parce qu'on acceptait vraiment tous les gens, des personnes des fois qui jouaient une fois par semaine, tu vois, je vois, et c'était ok pour nous. C'était et pas moi, tant compétitif, c'était non. vous viviez ça Partager plus des comme un second life entre guillemets quoi. Ouais, partager des ok. moments ensemble. Bien sûr, on faisait des donjons, on faisait des trucs et tout, mais avec certains qui jouaient beaucoup plus que d'autres. Mais c'était de partager des moments ensemble et tout. Et en fait, ce qui m'a plus animé là-dedans, c'était de me dire que World of Warcraft, c'était un endroit où il y avait des gens qui appartenaient à des sphères totalement différentes, qui allaient pouvoir se rencontrer. Et ces gens-là se seraient jamais rencontrés dans la vraie vie, en fait. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'animait et que j'adorais, parce que j'étais dans une guilde où moi, je devais avoir 18-19 ans, tu vois. Il y avait un gars qui avait 14 ans, avec le comportement d'un gamin de 14 ans, tu vois, toujours un peu excité, toujours volontaire de partir dans les donjons. Ouais, trop bien, tu vois. T'avais un père de famille qui jouait avec sa femme et ses enfants et qui était en mode bon, alors les enfants, vous m'avez bien compris, toi tu vas farmer l'herbe pour les potions, toi tu vas crafter les trucs, machin, on se retrouve devant l'instance à 8h, machin, et ensuite on y va. Tu sais, le père un peu directif, ok. Et après, les dents et au lit. Ouais, c'est ça. Il y avait un patineur artistique à la retraite, il y avait un dirigeant d'entreprise. En fait, il y avait des gens, tu vois, qui avaient du pognon, d'autres qui étaient pauvres. Ça venait de tous les horizons différents. Et vraiment, je me suis dit, mais il n'y a pas d'autre endroit qu'ici pour que ces gens se croisent, en fait. C'est marrant parce que ce que tu décris là, c'est très souvent un argument qui est donné en faveur du service militaire. Et je me dis, est-ce qu'on instaurerait pas plutôt qu'un service militaire, un service MMORPG ? Mais écoute, ouais. Bah, moi je trouve ça plus soft, voilà. Mais c'était étonnant et du coup j'ai adoré ça, en fait, le fait de me dire que j'allais rencontrer des gens d'horizons si différents. Ça m'a beaucoup ouvert aussi l'esprit. Déjà que je suis quelqu'un d'assez sociable et que j'aime bien aller vers les gens, découvrir les gens, parler avec les gens. Là pour moi c'est un régal de découvrir tous ces horizons, y compris avec des gens avec qui honnêtement j'avais pas grand chose en rapport, ou qui même politiquement, tu vois, étaient pas du tout alignés avec moi, mais je trouvais ça passionnant, en fait, tu vois, d'embrasser un peu leur vision, d'essayer de les comprendre, et puis d'avoir du temps pour discuter, parce qu'en fait quand tu passes tous les soirs sur ton PC, tu vois, tu te connectes, il est 19-20h, tu te couches, il est 2h du mat, tu passes du temps avec les gens, en fait, donc t'apprends à les connaître et à partager, et je trouve que c'était super, c'était une super expérience là-dessus, quoi. Ouais, c'est marrant parce que j'ai fait un peu aussi de MMORPG. Moi, c'était Ragnarok Online. Un peu plus niche. Ouais. Mais j'ai bien aimé ça, j'ai jamais joué à WoW. Et tu parlais de rencontrer des gens d'univers que tu connaissais pas. Et moi, ça a été ma rencontre avec le concept que il y a un endroit avec des francophones de l'autre côté de l'Atlantique qui s'appelle le Québec. Ah oui, aussi, oui. Et c'est vrai que dans les jeux en ligne, tu te retrouvais souvent avec des Québécois parce que les serveurs étaient francophones avant d'être franco-français. Et je me souviens, voilà, c'est juste un petit truc comme ça. Je me souviens que c'était ma première rencontre avec des Québécois, parce qu'avant, aujourd'hui, il y a un peu plus, nos cultures se mélangent, parce que il y a TikTok, il y a YouTube, où on a beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas de contenu québécois
la télé, etc. Eux avaient plus des contenus français que l'inverse. Et nos mondes ne se rencontraient pas trop. Et avec le jeu en ligne, Ouais. j'avais connu le Québec. C'est un autre pays, c'est le Canada. Je connaissais le concept de Canada, mais j'avais pas pigé qu'il y a des francophones là-bas. Et ils ont un accent et ils ont des mots différents. Mais ça, et- c'est terrible. Enfin, c'est terrible dans le sens génial. Moi, j'ai le souvenir, 20 ans plus tard, quand même, d'un donjon que j'ai fait sur WoW qui était hyper dur. C'était le labyrinthe des ombres à l'époque sur Burning Crusade. Et ceux qui savent de quoi je parle savent de quoi je parle. C'est-à-dire que les premières fois qu'on faisait ce truc-là, c'est des instances qui duraient 5 heures, 6 heures, quoi. Et ça m'est arrivé même de passer 7 heures dans ce donjon, tu vois. C'était des trucs. Et j'en ai fait une fois où je suis tombé avec. Il y avait 2 Québécois, un Martiniquais et je crois que c'était un Guadeloupéen. qui rentrent dans un bar. Non, mais c'est ça. Et en fait, on se retrouve tous ensemble sur TeamSpeak pour discuter pendant le donjon, quoi. Et c'était formidable où on se marrait les uns les autres parce que, en fait, des fois, on se comprenait pas, voilà, avec les expressions. Oui, tu charries les accents, les mots. C'était génial, tu vois. Et 20 ans plus tard, j'en ai encore un souvenir. C'est une partie dans un jeu vidéo qui a duré juste un soir. Je m'en souviens encore 20 ans après, tu vois. Non, mais C'est incroyable. c'est un très bon vecteur d'ouverture sur. Pour notre génération, ça a été un super vecteur d'ouverture sur le monde, sur les autres, sur tout ça. Et puis ça, en fait, il y a d'autres trucs aussi, c'est que autour de ces communautés sur World of Warcraft, ce qui se mettait en place dans les guildes, c'est ce qu'on appelle des IRL, donc c'est des rencontres en vrai, quoi. Et ça a permis aussi de créer des amitiés en dehors du jeu, enfin des amitiés dans le jeu qui se sont poursuivies en dehors. Et je trouve ça formidable aussi. Et moi, c'est ce que je dis, tu vois, ça m'a permis de rencontrer du coup mon futur patron qui m'a lancé dans l'audiovisuel et voilà, tu vois. Mais... Et j'ai encore des contacts avec lui encore aujourd'hui et c'est étonnant, tu vois. Je connais des mariages qui ont eu lieu. Ouais, tout moi ça, aussi. Je connais Ouais. des gosses qui sont nés Grâce à World of Warcraft, ouais, complètement, c'est dingue. et autres jeux. On est dans le 1000e tour. Il y a des petites devinettes. Alors là, tu vas pas pouvoir cogiter avec d'autres invités. Ah putain, j'ai peur de Va ça. falloir Je vais sortir une coller- dinguerie au secours. Tout va bien. À ton avis, qu'a interdit d'utiliser, donc c'est de l'actu récente, qu'a interdit d'utiliser le secrétaire d'État américain Marco Rubio à ses diplomates, gare jugés trop woke. C'est quelque chose qu'il a interdit d'utiliser à ses administrés. Car jugé trop woke. Mais alors... Parce qu'au début, avant que tu dises ça, j'allais dire WhatsApp ou une connerie dans le genre, parce qu'ils Non. se font souvent des conneries avec ça. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose d'informatique. Essaye de D'informatique. cheminer vers le... Enfin, c'est lié à l'informatique. Ah, c'est pas du hardware. C'est pas du hardware. Non. D'accord. Trop woke. Blue Sky. Non, Franchement, c'est tellement n'importe quoi que oublie le trop woke pour l'instant. Qu'est-ce qu'il aurait pu leur interdire parce que c'était trop. C'est de poser des questions qui te mettront Trop sur la gauche. voie. C'est un réseau social. Non, c'est pas un réseau social. C'est un logiciel. C'est pas un logiciel. C'est vraiment un truc encore plus précis que ça. Non, pas des webcams. Alors tu m'as dit que c'est pas du hardware. C'est des formulations à l'écrit. Tu te rapproches. C'est pas des formulations à l'écrit, mais c'est sur le fait d'écrire, effectivement. L'écriture inclusive. Non, c'est pas ça. C'est vraiment encore plus technique que ça sur le fait d'écrire. Des noms de domaine en point .woke. Point woke. Je sais pas si ça existe d'ailleurs, mais. Non, c'est vrai. C'est vraiment quelque chose qui est lié au fait d'écrire du texte. Je t'aiguille. C'est tellement débile que c'est. De pas taper avec le petit doigt. Non. non, ça se passe dans l'ordinateur. C'est pas une action. C'est pas logiciel, donc non, ça n'a rien à voir avec Notepad ou. Non, mais c'est dans le logiciel. C'est quelque chose qui est dans le logiciel avec lequel tu écris. Attends, les retours à la ligne, le gras, c'est les mises en forme, c'est de T'y mettre es. des couleurs. Non, tu es à peu près. C'est la réponse, je vais te la donner. C'est la police d'écriture Calibri. Ah bon? Voilà. Mais Alors, je bossais sur un document tout à l'heure et sur mon PC portable et c'était Calibri. Mais qu'est-ce qu'elle a de mal cette police? Alors, eh bien, écoute, la police Calibri, en gros, c'est une police d'écriture qui est plus arrondie et qui est notamment plus lisible pour les personnes souffrant de dyslexie. Et pour ce simple fait, elle est jugée trop woke, pas sérieuse, et donc les administrations utilisaient par défaut le Calibri, et il leur a demandé de passer au Times New Roman
Le voilà. fameux Time New Roman. Time New Roman, bien à l'ancienne, bien voilà, la plus vache. formel. Et voilà, la police d'écriture Calibri est réellement jugée trop woke par le gouvernement américain. On arrive dans des sommets de débilité quand même. On arrive là-dedans. Et j'ai une autre question assez similaire, mais on va de l'autre côté de la planète. C'est en Russie. Mais c'est aussi informatique. Qu'est-ce que la Russie vient d'interdire au motif, alors c'est un peu le même motif, mais là plus précisément, que cela diffuse de la propagande LGBT et justifie le terrorisme. Réseau social. C'est en quelque sorte un réseau social, mais ça risque de te mettre sur la mauvaise voie. Ah, bah. Qui pourrait partager de la propagande. Il n'y a pas un truc sur le fait d'être obligé de filer aux flics son téléphone truc Non, comme ça alors ça c'est aux États-Unis. Ouais. Alors en Russie sûrement aussi. Je pense que de toute façon, si tu te fais arrêter en Russie, il y a moyen qu'on te demande ton téléphone aussi. Mais non, là c'est Le airdrop. non, C'est pas un réseau social. c'est un produit culturel. C'est un produit culturel. Les mangas. Non, un produit culturel informatique du coup. Ah oui. Les e-books. Ah putain, c'est dur. Ah oui, c'est dur, mais surtout quand il y a qu'un seul cerveau et pas trois, ça va Bah moins oui, et vite. puis Mais tu sais, tu te dis, c'est forcément un truc débile, hein, tellement débile que tu peux pas y penser avant qu'ils y pensent eux, tu vois. ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème de ce genre de devinette, c'est terrible. Donc c'est un rapport avec des photos. Non, Ah. Donc c'est de l'écrit là aussi. non, pas du tout. C'est du son. Non. Enfin, c'est un peu tout ça, mais c'est pas comme ça que ça se définirait. C'est pas un réseau social, il y a un petit peu de tout, on peut partager. Qu'est-ce qu'ils auraient pu interdire? Ça a un lien Genre avec Snapchat ou des conneries Non, dans le non, genre, non, mais, non. Ça a un lien avec ce dont on a parlé avant. Tu veux dire avant la police d'écriture? Avant la police d'écriture. Ils ont interdit un jeu vidéo, ils ont interdit World of Warcraft. Oui, alors c'est pas World of Warcraft, mais effectivement c'est un jeu Fortnite vidéo. Non, mais on s'en rapproche de plus en plus. Fortnite, ils auraient pu. Il y a des gens qui ont les cheveux roses dedans, attention. Hein. En Donc, vrai, c'est un peu on va dire le concurrent actuel de Fortnite. Je sais pas si ça te parle, je pense que tu en as entendu parler, mais oulala. un truc un peu bac à sable sur lequel tous les jeunes peuvent, enfin jeunes ou moins jeunes peuvent aller. Roblox. Tout à fait, bonne réponse. Ils ont interdit Roblox. Je sais pas s'ils ont interdit. Je me demandais si c'était effectif ou si c'était une volonté. Mais non, c'était effectivement ça. C'est le régulateur des médias, l'espèce d'Arcom russe, qui a bloqué donc Roblox pour justification du terrorisme et surtout propagation de propagande LGBT. alors que, parce qu'il y a de ouais. tout sur Roblox. Alors, Roblox, J'imagine il y a qu'ils ont vraiment vu de tout, Dress hein. to Impress. Ouais. Ils ont vu, je sais pas si tu vois, si tu situes un peu Dress to Impress, qui est un peu. Non, Parce que Roblox, c'est un jeu bac à sable dans lequel les gens peuvent créer des Leur jeu. univers ou Ouais. des jeux ou des choses Il comme y a ça. vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Et un des trucs les plus à succès récemment dans Roblox, c'est quelque chose qui s'appelle Dress to Impress. Le principe est tout con, c'est que les joueurs se connectent et tu as une espèce de magasin dans lequel tu peux évoluer, qui est une sorte de magasin de vêtements géant, dans lequel soit il va y avoir des vêtements, des accessoires qui soient soit gratuits pour la plupart, soit certains qui sont payants si tu as des crédits sur le jeu et que tu veux débloquer d'autres sections dans le magasin et avoir plus de choix. Et en gros, il y a un thème qui va être donné. Donc j'en sais rien, le thème va être film fantastique, le thème va être sortie à la plage, des trucs comme ça. Et donc faut que tu te fringues. Et en fait, pendant 5 minutes, tu vas vraiment te fringuer, essayer de faire le truc qui colle le plus au thème. Mais je veux jouer voilà. ça. C'est Ça a l'air génial, trop bien. c'est très sympa. Donc t'as un petit compteur de 5 minutes qui va s'épuiser, et à la fin, une fois tac, hop, tout le monde avec la tenue en cours, il y a une séquence défilée où tu vas voir tous
tous les participants de ta session qui défilent les uns après les autres sur une espèce de truc de podium un peu de défilé de mode, et les autres vont voter avec un système d'étoiles pour chaque tenue, et à la fin il y a un podium, et puis c'est ça à l'infini qui s'enchaîne, voilà, avec à chaque fois un thème, soit un thème random proposé par le jeu, soit une personne qui hoste la session, qui va décider du thème à chaque fois, et voilà. Bah, tu vois, quand mon aîné me vend Roblox, il le vend moins bien que toi. Parce que vraiment, j'ai très envie de m'y mettre. Alors, il y a de tout sur Roblox. Là, tu as les trucs, les jeux de shoot où les personnages, c'est les trucs des brain rot mèmes actuels. Tu as le requin avec des baskets qui a un flingue. Il y a de tout. Mais voilà, Dress to Impress, ça a eu beaucoup de succès. Il y a beaucoup de gens qui ont téléchargé Roblox juste pour jouer à ça. Ça a beaucoup de succès en stream aussi. Et c'est assez marrant, c'est créatif. Et c'est vrai que c'est très queer parce que de toute façon, les vêtements c'est principalement des vêtements féminins. La plupart, même si tu peux avoir un personnage masculin, la plupart des gens qui y jouent prennent un perso féminin parce que de toute façon, c'est plus facile de créer un style féminin. Donc même les streamers hommes, cis ou pas, prennent des persos féminins parce que c'est quand même plus fun à jouer avec des persos féminins. D'accord. Bah, peut-être que c'est ça. C'est ma théorie, c'est que c'est Dress to Impress qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le gouvernement russe. Que je ne savais pas, j'étais pas au courant, je suis passé à côté de ça, mais c'est vrai que tu vois, globalement, même d'un point de vue création, je suis souvent un peu dans ma bulle. Et je vais pas trop voir ce qui se fait à côté, quoi. Tu vois, je consomme très peu de YouTube, voilà. Ah ouais. Ou alors par période, des fois je me dis pendant une petite semaine je vais essayer de rattraper des contenus à droite à gauche, tu vois. Mais finalement il y a peu d'émissions que j'écoute, que je regarde, parce que je passe déjà, je me dis que je passe ma journée dessus, mais non, parce que je travaille sur des projets, tu vois, qui se mais c'est vrai que ton travail, et dans ton travail de préparation de tous tes contenus, etc., c'est du travail que tu peux pas trop faire en écoutant quelque chose, parce que vu que tu es obligé d'écrire, moi en tout cas, je n'arrive pas à écrire en écoutant autre chose, quoi. C'est pas possible. Non, c'est compliqué. Donc ce que tu as dans les oreilles, soit c'est rien, soit c'est de la musique instrumentale. Après, moi je fais pas que de l'écriture, tu vois, je fais énormément d'autres choses, ou peut-être que parfois, mais j'aime être monotage quand je fais mais des trucs où tu dois penser à des mots, etc. Genre ça va pas être des tâches manuelles, par exemple. Quand tu fais une tâche manuelle, c'est peut-être plus facile de la faire tout en écoutant un podcast ou en ayant une vidéo YouTube en fond, que quand tu dois faire de l'administratif, des choses comme ça. Peut-être, j'ai des copains qui y arrivent très très bien, et moi ça m'agace beaucoup, mais voilà. On connaît tous les deux Monté de Linguisticae, qui, alors pendant longtemps, je passais des soirées sur Discord où il y avait lui et d'autres. Et il faisait le montage de ses vidéos pendant qu'il nous parlait sur Discord. Et je me disais, mais comment tu fais ? C'est pas possible, parce que à la fois on discute, tu nous entends, mais tu t'entends aussi toi dans ta vidéo que tu cuts à certains endroits. Je me disais, mais je suis incapable de faire ça, quoi. Ouais, si c'est du fignolage de montage, tu vois, de la colo, des trucs, des machins, bon, why not ? Mais c'est vrai que sinon, pour se concentrer sur le discours, c'est compliqué. Ouais, complètement. Donc voilà. Pour ces petites devinettes. Et, je suis content d'en avoir déjà eu une sur deux. Oui, ça va. Tranquillement. Et je voulais rebondir là-dessus pour toutes ces histoires qui paraissent grotesques quand on en parle comme ça, parce que quand on dit Roblox ou la police d'écriture Calibri, on rigole tellement c'est absurde, mais ça dénote quand même un truc assez caractéristique, on va dire, de l'époque dans les grands pays dits occidentaux. Qui virent de plus en plus, voilà, qui ont une espèce de petit backslash réactionnaire. Et tu parlais notamment de tout à l'heure de ce qui se passe évidemment aux États-Unis depuis un an, que Trump est revenu à la Maison Blanche, qu'il a mis beaucoup d'accélérateurs là-dessus. C'est dur, les États-Unis qui sont quand même vraiment un moteur économique et surtout un moteur culturel dans nos sociétés. Et comment est-ce que tu vis ça, toi, que ce soit d'un point de vue du boulot ou juste d'un point de vue personnel, ce backlash un peu réactionnaire, et notamment axé sur tout ce qui est recherche scientifique, tout ce qui est vision de l'histoire. Il y a des choses, l'histoire qui est revisitée de manière maintenant officielle. Oui, ça c'est... des financements qui sont coupés à des personnes qui font de la recherche, évidemment pas que en histoire, mais
ça fait partie des trucs qui les agacent, qui les agacent et qui vont, dans lesquels ils vont mettre des bâtons dans les roues. On a des bribouilles de ça qui commencent en Europe et même en France. On a toujours 2-3 ans de retard, donc de toute façon ça va arriver. C'est ça le truc. Moi, si tu veux, c'est vrai qu'en tant que créateur de contenu, je me dis des fois, c'est bien qu'on essaye d'être un peu positif, tu vois, et de pas montrer le verre à moitié vide, tu vois, et de montrer qu'il y a des initiatives pour défendre la culture, pour défendre la science, et il y en a, et tant mieux, il y a plein de gens qui se battent pour ça, et moi je continue à ma modeste mesure, tu vois, à faire du Nota Bene, et je me dis que peut-être que ça a un petit impact à son échelle aussi, tu vois, humblement. Mais c'est vrai que, à titre personnel, j'ai beaucoup de mal à être optimiste. Le problème étant qu'aujourd'hui, bon, j'ai l'impression que les rapports de force internationaux sont plus du tout les mêmes. Ça s'inverse. Et ce qu'on appelait les grandes démocraties ont plus vraiment autant d'impact que jadis. Ouais. Et le truc, c'est que c'est vrai que la grande démocratie qui restait, c'était les États-Unis. Alors avec tous les travers qu'il peut y avoir, hein, je rappelle souvent Oui, quand qu'il y même avait depuis que longtemps. C'est pas, ouais, puis ils sont pas arrivés avec Trump. je rappelle souvent aussi que tu vois la gauche, une gauche radicale aux États-Unis, chez nous, elle est pas de gauche, quoi. Non. Tu vois. Ouais. Donc bon, faut remettre aussi un peu les choses à leur place. Mais il y a une montée des réactionnaires qui est fulgurante, et de par cette montée-là, on voit que nos démocraties sont fragiles et surtout qu'elles peuvent partir très vite, quoi. On peut se retrouver, je sais pas de quoi sera fait le lendemain, mais la démocratie n'est pas acquise, en fait, je crois, très fort. Et donc il faut faire extrêmement attention à ça, et moi ça me fait peur, et c'est pour ça que des fois, alors que c'est pas mon camp politique, j'ai des gens, tu vois, à droite parfois qui, il y en a de moins en moins, mais qui s'élèvent justement contre les partis d'extrême droite en disant on ne peut pas, tu vois, être avec ces gens-là et tout. On est de droite, mais on peut pas adhérer à. Et à chaque fois, je me dis putain, ça fait du bien d'avoir des gens de droite Il y en a un pour peu ce genre de moins en discours. moins. Mais tu vois, non, mais il y en a de moins en moins. Sarkozy, là, récemment, avec son livre. D'ailleurs, on va reparler de son livre après. Et mais tu vois, moi j'ai une j'ai un peu d'affection pour Schwarzenegger parce que c'est une Ouais. non, mais c'est un acteur qui a construit mon enfance. Il a toujours été là pour moi, tu vois, quand j'étais ado, dans les films et tout. Enfin voilà, tu vois, c'était un héros pour moi quand j'étais gamin. Et le mec est devenu homme politique. Et on n'a pas trop les mêmes idées, tu vois, clairement. Mais il y a des fois où il a pris des engagements. C'est vrai que autant il était républicain, autant oui, c'était pas le pire quand il était gouverneur de Californie. Non, mais au-delà de ça, il a pris des prises de position. Il a eu des discours antifascistes très forts. Et je me suis dit, putain, ça fait du bien en fait d'avoir tu vois, des gens qui sont pas du tout de ton côté politiquement, mais qui arrivent à dire non à ça. Et pour moi, c'est des gens avec qui je peux avoir un dialogue, même si je suis pas du tout d'accord sur tu vois, mais parce qu'ils font partie encore ils sont dans cet esprit de démocratie, tu vois. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de politiques, de plus en plus, qui sont officiellement encore dans la démocratie, mais qui en fait sont plus, voilà, ils sont passés à autre chose, et eux ce qu'ils veulent c'est autre chose, tu vois. À long terme ils voient autre chose, quoi. Et ça me fait vraiment peur. Ça me fait vraiment peur, parce que cette montée des réactionnaires et du coup de cet affranchissement de la démocratie, il s'accompagne effectivement de tout un arsenal répressif, ou en tout cas qui permet de s'exprimer dans un cadre très restreint, à la presse, à la liberté d'expression, à la science, et vraiment, enfin, si on sombre dans ce type de régime-là, ça va être très compliqué, parce qu'en effet, ce qui se passe aux États-Unis, ça commence à se passer en France. Les opinions deviennent des faits. Et t'as beau apporter des preuves, ou t'as beau apporter des gens qui bossent depuis 30 ans sur certaines problématiques face à des guignols sur des plateaux télé, ils perdent. Parce que en fait, t'as pas le temps de te défendre, parce que les gens ont plus le temps d'écouter, ou alors qu'on les laisse pas écouter, et ça c'est compliqué, ça fait peur. Et quand tu vois qu'aux États-Unis, ça y est, il y a des chercheurs qui partent, quoi, qui s'exilent.
qui quitte les États-Unis, c'est un très 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 mauvais signal. C'est un très mauvais signal. Et j'espère que ça va pas arriver en France dans les années prochaines. Et pour ça, il faut continuer à se battre. Il faut rien lâcher. Mais c'est vrai que ça fait extrêmement peur. Et tu vois là, pour le boulot, je dois partir. Théoriquement, je dois partir aux États-Unis dans quelques mois. Et en fait, Trump là vient d'annoncer il y a quelques jours, en tout cas le gouvernement des États-Unis a annoncé que pour tous ceux qui n'avaient pas de visa, et j'imagine que ça sera le cas pour ceux qui font la demande de visa aussi, il y aura une enquête un peu poussée. Il faut fournir les 5 ans de ses historiques sur les réseaux sociaux. Ouais. Bon. Toi, ton historique, c'est tes vidéos YouTube. Ils vont trouver, je pense qu'ils vont trouver sur mes réseaux sociaux quelques petits fuck Trump ou voilà, tu vois, parce que j'ai pas mâché mes mots vis-à-vis de lui. Et tu vois, est-ce que ça va m'empêcher de rentrer sur le territoire américain ? J'en sais rien. On sait mais pas, c'est une question qui se pose. instable, Et ouais, tu vois, ça serait ouf en fait de se dire ça. Là, tu te dis, ok, non, démocratie, c'est fini, quoi. Tu vois, et voir ça qui se délite sous nos yeux. Et voir en plus, tu vois, de l'autre côté, l'Europe qui, tant bien que mal, essaye de montrer les muscles parfois sur certains sujets, mais qui franchement n'y arrive pas. Des muscles tout mous, et puis non, mais c'est au final, ils s'inclinent un peu. Mais c'est parce qu'ils sont impuissants, tu vois. Oui, donc puis il suffit que Trump sorte sa menace des droits de douane complètement abusée pour que l'Europe fasse non mais on va trouver un compromis, et puis voilà, et donc il lâche un peu du lest aussi, hein. Bah oui, mais du coup c'est très compliqué de se dire, tu vois, est-ce qu'on est assez fort pour résister à tout ça collectivement. Moi, j'ai envie de dire que voilà, il faut se serrer les coudes, mais le problème, c'est qu'il y a un emballement et politique et médiatique, et du coup, forcément, de l'opinion qui va suivre derrière, parce que moi, je le dis souvent, même si on est sensibilisé aux mécaniques de manipulation des discours, qu'on est sensible, tu vois, au discours marketing, à la communication, et donc on est vraiment sensibilisé à tout ça. Ça veut pas dire qu'on est immunisé, en fait. Et quand tu as un message qui est répété ad nauseam tout le temps pendant des années, t'as beau être autant d'extrême gauche que tu veux, il y a un moment donné. Et encore, là, tu parles de entre guillemets de nous et de notre on va dire notre classe socialo-politique, etc. Oui. Mais là, il y en a beaucoup qui n'ont même pas ce bagage-là au départ, et qui du coup plongent la tête la première. Oui, et puis tu peux pas leur en vouloir aussi, parce que peut-être que dans leur vie, tu vois, ils ont autre chose à foutre que de s'occuper de ça, parce qu'ils ont des priorités autant plus vitales, tu vois. Et du coup, c'est très compliqué, mais tu te dis, c'est pas parce que tu es hyper sensibilisé à ça que tu es protégé, et donc même là tu as des éléments de langage qui peuvent à un moment donné faire leur cheminement, et tu vois, il y a 10 ans c'était une dinguerie, et là ça commence à arriver un petit peu partout, et c'est grave en fait. C'est compliqué. Est-ce que toi t'as constaté un virage dans les réactions que tu peux avoir à ton contenu d'histoire depuis quelques années? Beaucoup. Il y a eu ça, c'est vrai que j'en ai parlé dans quelques podcasts, alors c'est toujours remettre de l'huile sur le feu, voilà, mais ça explique que des fois, moi, il y a des périodes où je suis un peu plus engagé que d'autres, parce que j'ai plus, tu vois, le moral ou l'énergie, voilà. Et, de toute façon, tu peux pas, il faut choisir ses combats, tu peux pas être de tous les combats, tu peux pas être, voilà, ça, faut faire hyper attention aussi à pas s'épuiser. Maintenant, moi de mon côté, mon engagement politique, elle se fait pas en fait à travers chacune de mes émissions dans une prise de parole que je vais avoir en face caméra, tu vois, dans chaque émission pour dire votez à gauche, tu vois. Non, mais tu l'as fait aussi par la vérité. Je prends un exemple récent. Il y a eu des débats sur la vision qu'on avait à la fois de la guerre d'Algérie et de la conquête de l'Algérie. Toi, derrière, tu vas préparer un épisode avec des chercheurs, etc. C'est ça l'engagement politique. Tu vas pas avoir un discours politique, mais juste tu vas dire voilà comment ça s'est passé de manière sourcée, etc. En fait, mon engagement politique à moi, il est là-dessus. Il est sur la construction scientifique des émissions. Ça veut pas dire neutre.
parce que en fait, rien n'est neutre. Et moi, mon engagement, en fait, il se manifeste à travers ma ligne éditoriale globale. Tu vois. Et en fait, alors quand je dis ça, t'as tous les débiles sur les réseaux qui vont dire ah vous voyez il est en train d'avouer qu'il est en train de que sa chaîne c'est une tribune politique et tout. Non, mais le simple fait d'avoir une ligne éditoriale claire, plurielle, qui va explorer toutes les formes d'histoire, qui met en avant une histoire scientifique, qui montre comment la science, elle s'écrit, mais comment aussi elle se remet en cause si elle doit l'être, qui écrit, en fait, de montrer aussi la méthodologie de l'histoire, qui écrit, quand il écrit, pourquoi il écrit, de se poser des questions en fait de scientifiques, d'avoir une ligne éditoriale aussi qui permet d'aller explorer un peu toutes les zones géographiques, puisque au moins une fois par, même si j'ai un public qui est majoritairement francophone, très majoritairement francophone, et majoritairement français, c'est à peu près entre 70-75% de français. Donc bien évidemment on parle beaucoup aussi d'histoire de France, mais je veux montrer qu'il existe des choses ailleurs, donc je m'interdis pas du tout d'aller explorer des sujets au-delà de nos frontières, et minimum une fois par mois, il y a un épisode qui traite d'une histoire d'un autre pays. Ça, c'est un truc que je m'impose, en fait. Et donc, j'essaye de varier aussi les sujets pour montrer que c'est pas qu'une histoire des puissants, que c'est pas qu'une histoire de militaire, même si j'en fais aussi parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Et cet engagement éditorial-là, en fait, pour certains, c'est une ligne de militant politique, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que, et c'est assez paradoxal, dans les premières années de Nota Bene, donc c'était moi qui écrivais tout, de A à Z, avec ma femme parfois qui m'aidait. Et j'avais fait quelques sorties à un moment donné où déjà à l'époque je m'étais dit tiens ça serait rigolo d'analyser, de rebondir sur certains propos politiques de personnalités qui disent de la merde, qui se servent de l'histoire pour légitimer leur discours, parce que l'histoire c'est un instrument de légitimation politique. Et donc j'avais rebondi sur Sarko, nos ancêtres les Gaulois, j'avais rebondi sur Le Pen et le Veldiv, c'est pas nous, voilà. J'avais rebondi sur tous ces trucs-là, et donc dans ces épisodes-là, je me laissais déjà un peu plus de liberté à l'époque, de dire ouais Marine, voilà. Elle est pas ouf, je vais le dire poliment comme ça dans le podcast. Je vais y aller. Mais en tout cas, à mon sens, à l'époque, j'étais peut-être plus franco dans les épisodes. Et à partir de 2017-2018, surtout 2018, j'ai commencé à déléguer l'écriture. Pour plein de raisons, en fait. Moi, j'y arrivais plus. J'avais trop de taf sur Nota Bene. Je pouvais plus tout gérer tout seul. J'allais faire de la merde si je continuais comme ça. Et je me suis dit, ça fait des années que je travaille en collaboration avec des historiens et des archéologues. Maintenant, il est venu le temps de les mettre au cœur du processus. Et donc j'ai dû prendre une des décisions les plus dures que j'ai eu à faire sur Nota Bene, qui a été de déléguer le fond des épisodes et l'écriture des épisodes. Donc c'était vraiment me séparer d'une partie de mon bébé, quoi. C'était très compliqué, en me disant maintenant quand j'ai envie de créer un épisode sur tel ou tel sujet, je vais aller chercher un historien, un archéologue, un ou une, et je vais les faire bosser dessus. Et en fait ce produit, cette écriture qu'ils vont me donner, moi je vais le remettre à ma sauce Nota Bene pour en faire un épisode qui soit accessible à tous, mais je vais quand même leur faire relire avant de lancer la production pour être sûr que je dénature pas leur... voilà, et on va montrer vraiment ce que c'est la science, quoi. Et puis en plus, là ça va me permettre moi aussi de prendre du recul sur les propres objets que je présente finalement au public, puisque c'est pas moi qui écris le fond. Et par la suite, il y a eu une partie de ma communauté qui m'a totalement lâché, et qui est globalement une communauté qui était une communauté d'extrême droite, en fait. Beaucoup de gens qui se sont un peu sentis trahis, tu vois, qui ont dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Nota Bene là, en ce moment toutes ses émissions sont hyper politiques, il politise tout, il est en train de casser notre histoire de France, il crache sur la France, il aime pas la France, et en fait je recevais de plus en plus de messages comme ça, et c'était de plus en plus véhément, et je me faisais de plus en plus attaquer par des chaînes YouTube d'extrême droite, ou voire même des partis, tu vois, d'extrême droite, où des fois tu avais plusieurs pontes de certains partis qui se coordonnaient et qui envoyaient des trucs, tu vois, nul à chier, Nota Bene, machin, waouh, c'est quoi ce bordel? Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai rendu l'émission plus
scientifique et plus collective que une partie du public a considéré que je suis devenu vraiment militant et que j'avais passé un level, tu vois, dans le militantisme et que là j'étais devenu vraiment le gros islamo-gauchiste qui cherche à détruire la France, tu vois. Et moi, enfin, ça m'a vraiment beaucoup étonné au départ, et c'est en ce sens-là que je dis souvent que j'étais un peu naïf quand je me suis lancé en 2014, parce que j'avais une certaine vision de l'histoire qui n'est pas celle que j'ai aujourd'hui, parce qu'elle a quand même vachement évolué au gré de toutes les rencontres, de toutes les discussions que j'ai pu avoir. Je me suis vraiment rendu compte de cette complexité de l'histoire, de ses usages, et j'avais un peu conscience de ses usages politiques, mais pas à ce point, quoi. Et j'ai beaucoup de gens, voilà, qui, ça m'arrive des fois, tu sais, je prends la route, je vais en tournage, je m'arrête sur une aire d'autoroute, et puis je rencontre les gens qui me connaissent parce que ma gueule, elle est absolument partout, tu vois. Et c'est pas rare que j'ai des gens qui me disaient je te regardais à l'époque. Et quand je disais à l'époque, c'est quelle époque, tous systématiquement ils me disaient vers 2018-2019 j'ai lâché, en fait, parce que j'ai trouvé que tu mettais trop de politique et moi c'est pas ce dont j'avais envie, machin. Et je disais bon, mais en fait ça c'est drôle, dès que tu sors en fait ça devient à leurs yeux politique dès que tu sors de de l'histoire toute faite, assez basique. Dès que tu sors des rois et des batailles et que tu remets en question ça, en fait. C'est-à-dire que tu vois, le truc, c'est qu'ils ont une vision de l'histoire souvent basée sur ce qu'on appelle le roman national. Pas que, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Puis il y a plein de sensibilités qui s'expriment et tout. Moi, j'aime pas non plus enfermer les gens dans des cases, mais en tout cas, il y a ça, beaucoup. Et quand tu viens heurter ce roman national qui pour eux sert de référentiel historique, mais aussi parfois qui a contribué à forger leur propre culture, leur propre identité, tu vois, quand tu t'es construit autour de valeurs et qu'en fait on remet en question ces valeurs-là, ça fait pas plaisir, en fait, tu vois, ce que je peux totalement comprendre. Et donc peut-être qu'ils se sentent agressés là-dessus, mais moi ma volonté c'est pas d'agresser, tu vois, c'est d'essayer de se poser des questions sur mais pourquoi ce roman national il a été mis en place, dans quel cadre il a été mis en place, et pourquoi on a voulu imbriquer les éléments comme ci, comme ça. Et en déconstruisant ce roman national, mais pas que, et tout un tas d'autres clichés historiques autour, c'est vrai qu'ils se sentent attaqués, ils se disent mais en fait son objectif c'est de détruire la France. Mais moi pas du tout, quoi. Et ce que je dis souvent, c'est si t'aimes l'histoire de France, il n'y a pas besoin de la travestir. Et je veux dire, et pointer du doigt certains épisodes malheureux de l'histoire de France, c'est pas de l'auto-flagellation, c'est pas de la repentance à outrance, parce que voilà, tu vois, il faut juste en parler, ça fait partie de notre histoire, et on l'assume, et tu vois. On est né dans ce pays, on n'a pas choisi, puis non, mais c'est ça. Et puis tu vois, t'as beaucoup de gens, t'as beaucoup de gens, tu vois, par exemple, c'est des commentaires que tu peux recevoir quand tu commences. J'avais fait une série sur l'Indochine, j'ai fait une série sur l'Algérie, ou sur le colonialisme en général. Donc t'as ces mots repentance, auto-flagellation, tout ça, et puis t'as les commentaires du style mais moi j'y suis pour rien. Mais évidemment que tu y es pour rien. Enfin, j'ai jamais dit que toi là, tu devrais avoir honte et baisser la tête, tu vois, avoir la queue entre les jambes et te flageller tous les soirs parce que la France a fait ça. C'est pas du tout toi le responsable. Mais c'est bien que collectivement, on soit conscient de notre histoire, de tous les mécanismes qui ont été mis en place et qui ont permis ça. Et de comment ça a infusé sur aujourd'hui des mécanismes qui existent toujours. Etc. Pourquoi c'est la merde dans certains pays ? Parfois, on a notre responsabilité. C'est pas notre responsabilité individuelle, mais à l'échelle de 200 ans, en fait, c'est notre responsabilité collective. Ça permet de mieux comprendre, même en étant totalement détaché à titre personnel, juste comprendre le monde, c'est toujours... C'est ça. Et moi, ma volonté, en fait, elle va pas plus loin que ça au départ. Tu vois, c'est de remettre un petit peu de rigueur, de méthodologie, et d'essayer de comprendre les choses, et ça, en fait, c'est vrai que ça m'a fait voir aux yeux de beaucoup comme un dangereux militant. Mais après il y a eu aussi cet effet des réseaux sociaux où on a eu plein d'influenceurs d'extrême droite qui du coup m'ont identifié comme la bête noire, tu vois, et qui ont fait plein de contenu sur ma gueule en des fois soit me prêtant des propos que j'ai même pas eu, ou en extrapolant des trucs, tu vois. Je me souviens, des émissions où les types, ils analysaient toutes mes vidéos, et la moindre phrase était passée au crible, quoi, tu vois. Et des fois, il dit mais regardez, à 22 minutes, nota bene, il a utilisé tel mot à la place d'un autre, mais c'est parce qu'en fait, il veut instiller dans votre esprit qu'il se passe ça, tu vois. Et moi, j'étais en mode, putain, quand j'ai écrit le truc, pas du tout, mec, tu vois, vraiment, je pensais pas du tout à ça, quoi. Et en fait,
récurrence qu'il y a eu pendant de nombreuses années de contenu comme ça publié sur ma gueule, mais pas que, hein, sur d'autres aussi. Ça a alimenté toute une communauté, ça a débordé aussi. Moi, je savais jamais trop comment réagir parce que dans ces cas-là, moi, la peur que j'avais, c'était qu'en réagissant et en disant attendez, c'est pas vrai ce qu'ils disent, etc. Tu vois, et en voulant produire un discours sensé pour me défendre parce qu'on me crache quand même à la gueule, tu vois. Je me suis dit mais ça va créer une caisse de résonance. Et ça va leur donner encore plus d'audimat. Et en fait, j'ai pas envie de ça. Et donc, j'avais toujours le cul entre deux chaises de me dire, je me fais cracher dessus, on trafique mes propos, mon image, et on me dépeint en dangereux militant communiste. Et de l'autre, en fait, je peux pas réagir. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Et donc, je jugeais toujours un petit peu de est-ce que le gars en face est suffisamment gros pour que je puisse lui répondre ou pas. Si c'est des petites chaînes, ça vaut pas le coup parce qu'en fait, ce qu'ils cherchent, c'est justement l'affrontement pour avoir une audience, une tribune. Et puis tu vois quand c'est Zemmour, on avait fait un truc sur Zemmour parce que voilà, le mec l'histoire est au cœur de son programme et il a déjà une notoriété qui fait que si je commence à parler de Zemmour, il y a peu de chances que la majorité de mon audience se dise tiens Zemmour c'est qui, tu vois, tout le monde le connaît déjà en fait. Ça va. Donc on n'est pas sur les mêmes problématiques, mais tout ça cette guerre d'usure au fur et à mesure des années, c'est une guerre d'usure. Donc moi ça m'a un peu usé quand même, et puis je pense que ça a entraîné beaucoup de gens parce que tu vois, j'ai même des gens dans ma famille des fois qui m'envoyaient des messages en me disant dis donc, j'ai vu un mec qui parlait sur toi sur TikTok, il a dit ça, il a dit ci, mais pourquoi t'as dit ça toi, parce que je trouve que c'est pas ouf. Mais j'ai jamais dit ça, tu vois. Et en fait, en inondant les réseaux comme ça avec des vidéos qui faisaient des centaines de milliers de vues sur ma gueule en me prêtant des propos, en me prêtant des voilà, et ils ont, tu vois, et en faisant en sorte de vraiment à chaque fois de tordre mes pensées pour effectivement me présenter comme un dangereux militant d'extrême gauche, tu vois. Et d'ailleurs même ma page Wikipédia commence comme ça, c'est-à-dire parce que ma page Wikipédia, le début de la page Wikipédia, c'est issu d'une famille communiste, c'est les premiers lieux, c'est les premiers mots, tu vois. Donc tu te dis en fait ça sert à quoi ? C'est juste un gars qui a rajouté ça en disant on le sait, faites attention, il est issu d'une famille communiste. Et pour terminer sur ce sujet, vraiment rapidement, parce qu'après on a un petit jeu et on est un peu pris par le temps. Juste une anecdote que tu m'avais sortie une fois et je voulais te demander si tu t'en souvenais, si c'était vrai, qu'une fois, des gens qui étaient responsables d'une sponsor qui t'était proposée t'ont demandé, par contre, est-ce que dans l'épisode sponsor par nous, tu peux ne pas dire ta phrase au début, là, parce que c'est un peu Mes chers politique. camarades, bien le bonjour. Ah ouais, mais je crois que ça m'est arrivé une ou deux fois. Ouais. Je crois que ça m'est arrivé une ou deux fois. Et ça, c'est non. Non. Et alors, sachant qu'en plus, tu sais, je me suis posé une question il y a pas longtemps en me disant, est-ce que je garde cette phrase ? Tu vois, en me disant est-ce que j'y tiens vraiment, est-ce que voilà. Alors après je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent avec cette ouverture. Ça a été un vrai délire quand Squeezie a arrêté le Yo tout le monde c'est Squeezie. C'était un sujet. Ouais, je sais, mais parce que en fait ça je le dis souvent aussi, et c'est pas parce que je me donne à moi-même l'impression que je me dédouane d'être de gauche depuis tout à l'heure, tu sais, c'est de rassembler large. Pas du tout. J'ai des valeurs qui sont quand même bien à gauche et tout. Après, encore une fois, j'aime pas m'encarter dans un truc ou voilà. Mais mes chers camarades, il est pas tant politique chez moi, tu vois. C'est juste que dans ma famille, c'est vrai que tout le monde s'appelait les camarades, avec mon grand-père, voilà, tu vois. Donc forcément, là, ça avait une connotation politique. Mais moi, depuis que je suis tout petit, j'entendais ce mot-là. Et quand j'étais au collège, tous mes potes, c'était mes camarades. Tu vois, c'est camarade machin, camarade bidule. Et en fait, on s'appelait même par notre nom de famille. Mes copains souvent, ah oui non là c'est beaucoup. Non mais les copains pas là. Je veux dire on s'appelait par nos prénoms mais régulièrement tu vois c'était camarade nom de famille, tu vois. Et en fait, ça avait aucune connotation politique, tu vois. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours appelé les gens camarades autour de moi. Ce qui fait rire d'ailleurs, parce que des fois, tu vois, je reçois des historiens, des archéologues, historiennes, archéologues, filles aussi, voilà, sur l'émission sur Twitch que je rediffuse, tu vois, c'est des entretiens de 2 heures et tout. Et clairement, quand je travaille avec des historiens ou que je les reçois dans les émissions, je fais pas une enquête politique sur les gens. Moi, ce que je vérifie, c'est que les gens ils sont un peu reconnus dans leur domaine, tu vois, qu'ils étaient validés par les pairs et tout.
qu'il soit de droite, de gauche, je vais pas aller faire mon enquête politique là-dessus, tu vois. Si sur la page Wikipédia du gars, je vois que, attention, il a appartenu au GUD quand il était jeune, oui, alors là, peut-être que je vais pas inviter le mec, tu vois. Ouais. Voilà. Mais sinon, je fais pas d'enquête. Et donc, je sais que des fois, je reçois des historiens qui sont de droite. Ouais. Et aucun Oui, mais après- problème. Pour moi, vraiment zéro problème, tu vois, avec ça. Mais du coup, je fais ah ben on reçoit le camarade machin, tu vois, et puis je vois le mec derrière son écran qui fait oui, il rigole un peu, bon. Mais c'est parce que pour moi, vraiment, ça n'a pas de connotation politique dans ce petit clin d'œil que je fais en début d'émission, où j'avais dit une fois, peut-être en 2015 ou 2016, je sais plus, dans une interview, que c'était un petit clin d'œil aussi à mon grand-père, parce que oui, tu vois, je pense que c'est lui qui a initié ça dans ma famille, ce mot du camarade, et voilà. Mais de ce clin d'œil à mon grand-père, c'est devenu, il reprend toute l'idéologie de son grand-père, tu vois, et donc c'est un dangereux communiste, tu vois. On va changer totalement de sujet. Là, tu as pris le train pour venir en région parisienne. J'imagine que dans le train, tu as lu le roman de gare actuel, à savoir Journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy. Alors, sache que tout à l'heure, je suis tombé sur un article, c'est sur Instagram, sur une pub Instagram. Ok. Et en fait, il y avait un extrait, et je commence à lire le truc, et donc du livre de Sarko. Et en fait, j'ai mis genre 2 minutes à me rendre compte que c'était un faux extrait de quelqu'un qui se foutait de la gueule de Sarko. Et tu vois. on Et est en fait, plein dedans. j'arrivais pas à savoir si c'était vrai ou pas, tu vois. Et voilà le jeu qui va commencer. C'est ça que t'as fait. Évidemment. L'enfoiré. Évidemment, puisque j'ai lu le livre de Nicolas Sarkozy, que j'ai évidemment trouvé par terre. Et Ah putain, quelle abnégation. Et donc, voilà, un format classique du millième tour, vrai extrait du livre de Sarkozy, ou est-ce que je l'ai inventé ? Et juste avant ça, mais est-ce que t'as vu les images de la dédicace ? La file d'attente. Mais c'est fou, tous ces gens. Alors, je poste. Alors, j'étais parti Twitter et finalement, je remets quelques pieds dedans de temps en temps pour faire des trucs bien sentis. Je tweete très rarement, mais mon dernier tweet, c'est juste, j'ai cité la vidéo de la grande file d'attente de Nicolas Sarkozy et j'ai marqué « Voilà dans quoi partent nos loyers ». C'est vraiment la file d'attente dans le 16e Ah ouais, non, mais de tous les c'est terrible. de bourgeois Vraiment, en semaine, en après-midi en semaine. Hein, donc, Ah ouais, et puis ouais, vraiment les 3/4 des gens interrogés, vraiment, j'aime pas dire ça, mais ouais, limité quoi. Bon, en tout cas, le livre de Sarkozy, très drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, moi, j'avais envisagé de faire une parodie du livre de Sarkozy. Il n'y a pas besoin. Mais ils Le sont livre super en forts lui-même. sur les délais de production et tout. C'est Bolloré qui a tout pris en charge, t'inquiète. Ah ouais. Ah oui, c'est Fayard, c'est Bolloré. Donc, On pourra dire ce qu'on veut, mais c'est- il est quand même efficace, tu vois. très efficace parce Bolloré. que c'est écrit, c'est imprimé, c'est relié, c'est envoyé dans tous les relais qui appartiennent à Bolloré, donc dans les gares, etc. Il est en tête de gondole, etc. Donc Je pense qu'en aucun tant que problème à ce patron, niveau-là. il a des choses à m'apprendre, Bolloré, je crois. Tu vois. Bien sûr, on le recevra un jour. Alors, je vais te lire des citations, et voilà, il s'agit au feeling de savoir si c'est vrai ou faux. Bien évidemment, je vais imiter Sarkozy. Chers auditeurs et auditrices, vous l'attendiez. Pardonnez-nous. C'est ce qui va se passer. Alors, attention, première citation. Je m'apprêtais à recevoir mon numéro d'écrou, le 320 535. C'est ainsi que j'allais désormais être identifié. 4 jours avant, j'étais Nicolas Sarkozy. Alors je rappelle le contexte, il a passé 20 jours en prison, voilà. Bon, je dirais que c'est vrai. Comme ça, le numéro d'écrou, au point de dire je n'avais plus de nom, j'étais désormais un numéro. Franchement, je sais pas comment attendre. C'est vrai, Oh, c'est putain. vrai, c'est dans le livre, un moment qui me fait bourdir. Oh là là, le comte de Monte Cristo. Surtout que dans tout le reste du livre, il arrête pas de dire que tout le personnel pénitentiaire était très sympa avec lui, et notamment, il insiste sur le fait qu'ils m'ont toujours appelé Monsieur le Président, malgré son statut de prisonnier. Donc là, on fait des caisses sur je suis désormais un numéro, et plus, oui, t'es quand même Monsieur le Président, hein, c'est pas tous les prisonniers. Ouais. Deuxième extrait, là, pour mettre le contexte, on parle du moment où il part vers la prison.
Juste avant ça, Oui. je trouvais que là, sur le début de l'imitation, tu l'avais bien. Non, mais moi, ça va. Le Franchement, Sarkozy, je l'ai bien, là. Et puis surtout le Sarkozy actuel qui est un peu toujours dans la complainte. Franchement, écoutez. Ça, Non, mais c'est ridicule. Toujours Parce un que peu énervé je comme dois ça. dire que je trouve ça vraiment très très saisissant. Merci, Jacques. Ça me fait plaisir. Donc, contexte, il part vers la prison pour son premier jour d'incarcération. Un cortège impressionnant de motos et de voitures de presse nous suivait sur plusieurs centaines de mètres. Des familles étaient massées sur les trottoirs, applaudissant à notre passage, prenant des photos et m'adressant des signes amicaux de la main. Alors, Ah, putain, il est tellement imbu de sa personne. des masses de familles sur le trottoir, sur le long de son parcours. Mais en fait, t'aurais pas mis que des trucs vrais? Ah, j'en sais rien, hein, peut-être, je ne sais pas. je vais te dire vrai, mais ça fait quand même un peu le mec qui se prend comme... Non, mais... Ouais, t'as envie de dire vrai ? C'est vrai. C'est vrai, c'est dans le livre. C'est dans le livre. Alors, il y avait effectivement des soutiens qu'il avait attendus autour de son domicile, etc. De là à dire que sur tout le cortège, il y avait des familles massées sur le trottoir. Non. Désolé. Foutez-moi en tôle, hein. Sérieux, hein. Je vais vous prendre un bouquin moi aussi, hein. C'est super occasion. T'as le mec, il s'est dit je suis condamné, trop bien, je vais enfin pouvoir écrire mon bouquin. C'est un peu ça. Oh là là. Troisième citation. Lors d'une visite au parloir, Carla me raconte qu'elle a pensé à l'idée que je puisse m'évader. Je trouvais sa réflexion complètement irréelle et les prises sur le ton de la plaisanterie. Elle avait imaginé que je puisse filer dans une voiture avant mon audience pour ma demande de libération conditionnelle et être accueilli au Qatar par la famille du prince, avec qui j'ai des bonnes relations de par mon amour du Ouais, PSG. c'est faux, c'est faux. L'idée- Tu vas trop loin. T'as pas- ouais, je suis peut-être allé trop loin. Tu vas beaucoup trop loin. Je n'ai jamais dérogé à la moindre de mes responsabilités, même quand celle-ci était parfaitement injuste. C'est faux, oui. Pardon. Peut-être que je suis allé trop loin. Alors, ensuite... ok, alors là, contexte. Il a été condamné à la prison, mais il n'a pas encore... il est pas, tu sais, il y a eu Il est un pas dedans délai, encore. il n'est pas encore allé. Et il va au Parc des Princes, voir un match du PSG. À peine avais-je pénétré dans l'enceinte du stade que des spectateurs commencèrent à m'applaudir, à se lever en masse pour venir me saluer, à hurler des « Tiens bon, Sarko, on est avec toi, bats-toi !» Je n'en croyais ni mes yeux ni mes oreilles. Pas un seul sifflet, pas une seule insulte, juste de la sympathie, du soutien, de l'amitié, parfois même de l'amour. Alors, c'est faux. Ou alors, il était dans les tribunes Boulogne, je sais pas quoi là. Il n'entendait pas le reste. De toute façon, je crois qu'il est en tribune présidentielle quand il va au Parc des Voilà, Princes. il commence à s'habituer. Mais oui, non, c'est faux. C'est vrai. Mais non. C'est vrai. Et en lisant le livre, et j'ai même envie de dire en écoutant le livre, parce que figure-toi que il a déjà eu le temps aussi de faire la version audio. Mais non. Il y a des rumeurs comme quoi ce serait fait avec de l'IA. Alors du coup, je l'ai écouté. Encore une fois, je l'ai trouvé par terre. Mais le livre audio. Mais j'ai écouté et je pense pas que ce soit de l'IA. Hein. Il y a vraiment des formulations Le et des mec, façons il de est- parler. Il est sorti de tôle. Par contre, ça a été enregistré à la va-vite, ça s'entend. Ouais. Et c'est peut-être aussi ça qui fait dire aux gens que c'est de l'IA parce que Ah mais c'est c'est ça, non mais un attends, peu lors brouillon. de la dédicace, les gens ils font « Oh, il a l'air fatigué quand même ». Bah oui, tu m'étonnes, il a passé Oui, c'est 2 ça. nuits blanches à C'est pas tant enregistrer la- l'audiobook. Bah oui. Exactement. Mais ça, c'est une vraie citation. Et vraiment, quand j'ai entendu le parfois même de l'amour, je me suis dit, ah bon, il y a des gens qui t'ont roulé des galoches. Oh là là. Nouvelle citation. Qu'est-ce que tu veux que ces gens-là ils se remettent en question? Certains éditorialistes de gauche ont beaucoup glosé sur la comparaison que j'avais avancée entre l'affaire Dreyfus et la situation que je vivais. Et pourtant, pour tout observateur impartial et connaissant l'histoire, les concordances étaient stupéfiantes. Mais je crois que je me demande si j'ai pas entendu un truc, putain, est-ce que c'était une connerie ou pas? Alors, Parce que, il a vraiment eu une comparaison qu'il avait faite avec Dreyfus. Justement, ça avait fait bondir des gens. Mais est-ce qu'il a rebondi lui-même là-dessus dans son livre en disant ça, en disant, voilà, ça a fait bondir des éditorialistes, etc. Mais C'est vrai, pour tout observateur impartial et connaissant l'histoire, les concordances étaient stupéfiantes. c'est vrai. C'est vrai.
Ouais, bah oui. C'est vrai, c'est dans le tu vois, bouquin. et là, on se sert de l'histoire comme d'un instrument politique justement pour se légitimer, et là pour légitimer l'injustice dont il s'estime ou dont il se revendique, tu vois. Mhm. Et c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Et puis en plus, tu vois, il prend vraiment les gens à partir en disant, si tu connais la vraie histoire, tu le sais. Oui, Tu oui, vois. parce que lui, en fait, il trouve des comparatifs. Là, dans le bouquin, il dit par exemple, tu sais, il dit que toute l'affaire, c'est faux, hein, mais il dit que toute l'affaire tenait à la base sur le document révélé par Mediapart qui, selon lui, était un faux, etc. Et donc, il dit, voilà, tout pareil que Dreyfus, tout se base sur un faux document à la base, la fausse lettre d'espion, etc. Ouais. Non, mais c'est bien parce que là, tu vois, j'enchaîne après toi, je fais une conférence là justement, et puis dans les différents exemples d'utilisation très pragmatique de l'histoire à des fins politiques, tiens, merci, tu viens de me filer une nouvelle cartouche Avec plaisir. sur Sarko. Dernière citation, vraie ou fausse. L'un des nombreux courriers que j'ai reçus m'a particulièrement surpris et bouleversé. C'était Zinedine Zidane qui me témoignait de son soutien et m'envoyait du courage, me sachant fan du ballon rond. Même si ce grand champion a toujours été plus associé à Marseille et au Real Madrid, grands adversaires du PSG, C'est faux. cela restait selon moi. Les faux, tu Mais les oui. as eu de suite. Hein. Mais oui, non, mais là, tu pars trop dans les Ouais, genre peut-être. le club et tout. Alors, tous les vrais savent que le PSG. Alors, franchement, pour ma défense, si tu lis le bouquin de non, Sarkozy... Non, attends. mort. Juste sur le style et la façon d'écriture, la façon d'écrire et la façon comme ça de faire des phrases à rallonge avec des virgules en plaçant des trucs, etc. Alors, je m'estime pas aussi bon auteur que Nicolas Sarkozy, hein, mais je me suis inspiré du style. Hein, et comme j'ai écrit les questions en venant de m'enquiller le bouquin de Sarkozy, j'ai vraiment respecté un peu sa façon d'écrire, qui est très... ouais. Il a une façon d'écrire qui est très... Enfin, en tout cas, une façon de raconter tous ces événements-là. Très à chaque fois, lui, il est tout gentil, il est débonnaire, et même les trucs qui étaient à son avantage, c'était moi je suis complètement en retrait de ça, moi je pense pas à moi-même. Voilà. Quelqu'un de très gentil, de très gentil m'a proposé ceci et je voulais pas le décevoir en acceptant, quoi. Genre c'est voilà, bon, moi je m'en foutais, mais voilà. Et d'ailleurs sur cette anecdote, enfin sur l'anecdote de la visite au Parc des Princes, parce que ça avait choqué du monde, parce qu'il venait de se faire condamner à de la prison. Et entre sa condamnation et le moment où il va en prison, il est en tribune présidentielle au Parc des Princes, comme ça. Et dans le livre, il justifie en disant « Moi, à la base, je voulais pas y aller au Parc des Princes, mais en fait, je suivais en rendant visite à des enfants hospitalisés depuis longtemps. Il y avait un petit enfant à qui j'avais promis de l'emmener au Parc des Princes quand il aurait la force d'y aller, et il avait une maladie grave et ce jour-là il allait un peu mieux, et je me suis dit si je passe 5 ans en prison je pourrais jamais réaliser son rêve de l'emmener au Parc des Princes, et donc ça pouvait être que maintenant, mais ça me faisait pas plaisir parce que j'étais sûr que ça allait faire parler dans les chaumières, machin. Oui, mesdames, messieurs, j'ai coupé la file à Disney, mais j'étais accompagné d'un petit enfant qui était gravement malade. On avait la carte, d'accord, donc je ne suis pas coupable. Ah Voilà. putain, Ouais, c'est il vraiment... fait un peu tirer les larmes. Oh là là. Donc voilà, pour le jeu du Sarkozy, parce que dans le millième tour, il faut toujours qu'on en place une pour Sarkozy, et si ça peut être avec des imitations, c'est encore mieux. Donc voilà. Ouais. Bon, ça va être la fin de cet épisode. Merci à toi, Ben, d'être venu sur ce plateau. Ah, écoute, merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir de raconter ma life. Comme, Bah oui, très intéressant. Comme tout bon créateur de contenu, tu sais, nous, quand on nous invite pour dire vas-y, tu vas raconter ta vie. Oh bah oui, volontiers, bien sûr. Je m'adore. J'adore. Je m'adore. Je regarde tous les jours dans la glace. Non, mais c'était très intéressant, et je suis même en train de me dire que pourquoi pas, ça pourrait se décliner un peu en spin-off du millième tour, voilà, des formats où je reçois qu'une seule personne, où c'est un peu moins le bazar sur le plateau, et qu'on parle un peu plus de l'engagement politique, des souvenirs d'actu des gens. Pourquoi pas, voilà, rester connecté, voilà. Et ben merci à toi. Merci. Et puis on te retrouve sur tous les contenus dont on a parlé, et à vous qui écoutez cet épisode, merci évidemment à tous
toutes les personnes qui soutiennent sur Patreon, etc. Et on se retrouve très certainement au début du mois de janvier pour un nouvel épisode. Donc très bonne fête de fin d'année à tout le monde. Ciao.